Au départ, des pièces de puzzle représentent une famille qui, malgré la séparation, reste connectée et dit que c'est son histoire. Seka Academy est une école où les étudiants talentueux ont la possibilité de cultiver leurs compétences. Et pour ceux qui aspirent aux arts du spectacle, au sport ou aux cours avancés, ils ont un privilège, car l'éducation offerte dans cette école est exceptionnelle. Pendant ce temps, Prota est secoué en cours de boxe et pense qu'il vient d'être transféré dans cette école. Son nom est Ayaz. Cependant, il est rabaissé par son adversaire qui lui demande s'il est vraiment le fils de Subaru Ayaz. Tandis que le public regarde avec snobisme et se demande s'il est vraiment lié à cette célèbre actrice. Et ils disent même qu'il a également mal réussi le test de classe avancée. Avec cela, Prota commence à penser que oui, sa mère a tendance à être une superstar, une actrice connue dans le monde entier pour sa beauté et pour faire ses propres scènes dangereuses. Et à l'école, elle était si brillante qu'elle a obtenu son diplôme comme la meilleure de l'école. Son adversaire lui dit de le prendre au sérieux, car les 3 membres de la royauté de l'école le surveillent et veulent voir à quel point il est bon. Mais cela irrite le garçon, et il se lance en disant qu'il n'a jamais pratiqué de sport et qu'il n'est pas sa mère. À ce moment-là, tout le monde est surpris, mais le garçon distribue simplement des coups mignons qui captivent son adversaire, jusqu'à ce qu'il se retrouve bloqué et que tout le monde conclut qu'il est un échec total. Mais le garçon ne se laisse pas abattre, car à 17 ans, il est déjà habitué à ce que les gens s'attendent à ce que le fils d'un prodige soit aussi un prodige. Et bizarrement, il se lève et prend une pose très pas droite, en disant plus tu es médiocre, plus tu deviens obsédé par le talent, ce qui laisse son adversaire surpris. Après tout, il a la pose d'une actrice d'élite. Cependant, le garçon n'est qu'une épave et n'a aucune autorité morale pour dire quoi que ce soit. Cependant, le garçon se lève avec optimisme et dit qu'il sait de quoi il parle, car il a vécu près d'un vrai talent, et après avoir dit cela, il partait et était reconnaissant d'avoir eu la chance de se battre. Mais un étudiant dit à son adversaire, qui était le vice-capitaine, qu'il ne peut pas non plus être un échec sportif. Après tout, les 3 royautés ont de grandes attentes pour lui. Alors le garçon s'en prend à Ayaz en préparant un coup de poing en disant qu'il va lui faire montrer ses véritables compétences. Mais il est interrompu par un coup de pied volant spectaculaire directement dans la jugulaire digne d'un film. C'est le capitaine qui a également dit de ne pas harceler les débutants, et que cela faisait honte aux arts martiaux. Puis 2 autres étudiants sont apparus, l'un appelé Kazuki-sama, du programme des arts du spectacle, où elle a volé l'attention de tout le monde parce qu'elle était une star de la compagnie de théâtre de renommée mondiale. Et l'autre est Miwa-san. Elle vient de la classe avancée et a obtenu toutes les matières à l'examen d'entrée, en plus d'être la plus jeune championne de shoji et d'être la plus grande promesse du sport. Et sans plus tarder, le capitaine est Nico-san du programme sportif, et rien de moins qu'un champion d'arts martiaux invaincu, une véritable machine. Et ensemble, ils sont les 3 membres de la royauté, et ils disent qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à moins de la fille d'une super actrice. Après tout, ils volent toute l'attention pour lui-même. Avec cela, le garçon est impressionné parce que les meilleurs élèves dans chaque domaine de l'école sont des filles. Alors il décide de le féliciter, et quand il découvre qu'il est un échec complet, en plus d'être démotivé de ne pas pouvoir le former, on lui informe également qu'il n'y a pas de place pour lui dans cette école. Cependant, le garçon avait déjà son formulaire de transfert et l'a montré aux filles, en disant qu'il allait être transféré dans une école d'enseignement général. Les surprenant d'abord que ce type d'école existe et deuxièmement parce qu'il a simplement dit que puisqu'il n'était pas le bienvenu, il sortait. Mais ils lui disent d'attendre et de nettoyer le dojo. Après tout, c'est le côté perdant qui a le devoir de nettoyer. Et malgré les grognements du garçon qui dit qu'il ne voulait même pas passer le test, ils disent que c'est le règlement et s'en vont. Et avec ça, le garçon ramasse tristement le seau tandis que tout le monde part. Mais il pouvait difficilement imaginer que le tapis était plus propre que lors de son inauguration, et ils sont surpris par le dévouement du garçon. Pendant ce temps, en rentrant chez lui, il pense que lorsqu'il était petit, il voulait juste être admiré comme sa mère. Alors il s'entraînait dans sa chambre. Mais quand il la vit répéter, il réalisa qu'elle était un prodige, et lui était juste médiocre. Et après plusieurs échecs dans divers domaines où il a essayé, les gens ont commencé à s'éloigner de lui, y compris sa mère, qui était sa seule famille, jusqu'à ce que sa mère soit alitée et qu'ils disent ne l'avoir jamais remarqué, depuis qu'il a vu la série qu'elle a jouée, où elle était mère au foyer. Et pendant qu'elle regardait, il dit qu'il aime cette série, et sa mère, à son tour, dit qu'elle l'aime beaucoup aussi. Il dit qu'il est étonnant que, malgré le fait qu'il s'agisse d'une série courante, il aime la façon dont les épisodes se terminent toujours avec la famille en train de dîner tout en souriant et en parlant de choses au hasard. Et donc sa mère convient qu'elle aime ça aussi. Puis il pense que c'était la première fois depuis des années qu'il avait une conversation avec sa mère. Et il réalise que sa mère a toujours voulu une famille identique à celle de cette série. Puis un livre est présenté sur lequel est écrit « Cher Yu, je te souhaite une famille heureuse, avec amour, maman ». Et puis il ferme le livre, et le lit est vide, alors qu'il s'éloigne vers la sortie. De retour dans le présent, il se souvient des paroles de sa mère et pense qu'il ira au bout de ses efforts et qu'il compensera tout ce que lui et sa mère ont manqué. Il arrive donc dans une nouvelle maison et dit que Monsieur Mikadono lui a dit d'entrer directement dans la maison, et est surpris de voir que sa nouvelle maison est un grand manoir, se demandant ainsi qui est Monsieur Mikado. Mais avant même qu'il puisse raisonner, Nico arrive avec un coup de pied volant pensant qu'il est un voleur. Mais il esquive, et avec cela elle réalise que c'était lui, mais finit par tomber au sol dans une pose suspecte. Et bien sûr le garçon en a profité pour plaisanter en disant que même les prodiges s'agenouillent de temps en temps en faisant une pose d'acteur, laissant la fille complètement embarrassée. Alors il lui jette une serviette et la calme en lui disant que prévenir le rhume fait partie des arts martiaux, la faisant rougir et elle finit par accepter, jusqu'à ce qu'elle entende le bruit d'une autre fille qui arrive et finisse par s'enfuir de là. Et donc les 2 autres qui étaient en costume arrivent sur place et se demandent ce qu'il fait dans leur maison.
Puis Nico dit qu'il est entré par effraction. Mais heureusement, Monsieur Mikadono appelle et en entendant que c'était lui, les filles se calment. Sur son téléphone portable, Monsieur Mikadono dit que sa mère était une grande amie et bienfaitrice pour lui. Alors il prend soin de lui pour que ses talents continuent de vivre, l'ouvrant dans sa maison, puis demande s'il connaissait ses filles. Au cas où il aurait oublié de mentionner, la fille aînée Kazuki, la cadette Nico et la plus jeune Miwa, et maintenant qu'il les a présentées, il devrait essayer de s'entendre avec elles. Perplexe, le garçon se souvient du dernier souhait de sa mère, qu'il puisse trouver une famille heureuse. Et c'est ainsi que lui, Yu Ayaz, a réussi à faire partie de la famille des 3 talentueuses sœurs Mikadono. Évidemment, les filles sont choquées, tandis que le garçon pense que la situation semble avoir été tirée directement d'un rêve. Mais il ne sait pas si c'est un bon rêve, quand il les surprend en train de le juger. Mais Nico finit par l'accepter, après tout c'était la décision de son père tandis qu'il rougit. Tandis que les 2 autres se demandent simplement comment leur père a accepté de s'occuper d'un perdant. Et malgré son inconfort, le garçon pense qu'il peut essayer d'être une famille avec eux. Il doit juste rester fort. Alors il se présente cordialement et dit qu'il espère qu'ils s'entendront bien à partir de maintenant. Mais au moment de ranger ses affaires, il a accidentellement attrapé un des sous-vêtements du plus âgé qui lui a échappé des mains. Et peu après, il s'est rendu compte que la maison était en désordre complet. Et après avoir exploré le désordre, il demande à Kazuki si les répétitions lui prennent trop de temps, et elle convient qu'elle n'a pas le temps pour les tâches ménagères. Alors elle commence à ramasser la vaisselle cassée et mouillée pour une raison quelconque, et les sœurs se rendent compte qu'elle a essayé de la laver, et a fini par la casser par frustration de ne pas pouvoir la laver. Mais bientôt, c'est Miwa qui tombe sur le coup, car elle n'a pas lavé les vêtements et commence à se défendre en disant qu'ils ont plusieurs types de vêtements. Mais Yu lui demande si c'est plus facile que de mémoriser plusieurs pièces de shoji. Sur ce, la fille dit qu'à partir de maintenant, il s'occupera de la lessive, et il est même d'accord, mais dit qu'il ne veut pas que les notes sur la façon de laver les vêtements qu'elle a en main soient gaspillées, la laissant embarrassée. Et finalement, il conclut que le nettoyage est la responsabilité de Nico, qui lui demande si c'est amusant d'exposer ses défauts et le traite ensuite d'échec. Et tandis que les 3 continuent de l'insulter sur la façon dont il a échoué au test dans chaque domaine pour se sentir mieux, il continue de nettoyer la maison facilement. Et quand ils s'en rendent compte, ils sont impressionnés par la propreté de la maison maintenant. Il plaisante même en disant que pendant qu'ils se disputaient, il a tout nettoyé. Puis il pose comme dans un film et dit qu'il peut le faire quand ils le veulent, les laissant tous les 3 complètement embarrassés à ce moment-là, tous 2 pensant que malgré son échec, il a l'air bien, alors qu'il est tout heureux dans le coin. Le lendemain, il n'a pas cours. Alors il décide d'aller prendre le petit déjeuner avec eux pour mieux se connaître, mais il est interrompu par Nico qui s'entraînait déjà au coup de piéto. Et Miwa se creusait la tête dans le jeu de shoji contre une IA. Et pendant ce temps, Kazuki faisait son rituel matinal de suppléments et de vitamines de manière exagérée. Et même s'il pense qu'il n'est même pas de loin comme eux, Kazuki l'informe qu'il est responsable de la maison, qu'elle a des cours de théâtre, que Miwa a une formation de shoji et que Nico a sa propre formation. Le garçon voulait juste prendre son petit déjeuner ensemble, mais Kazuki dit qu'elle est en retard pour l'entraînement et lui dit de s'écarter de manière stricte. Tandis que Miwa dévore le petit déjeuner en quelques secondes et revient à une concentration absurde sur le shoji, alors il abandonne et va cuisiner. Alors qu'il pense que c'était exactement comme ça avec sa mère, que lorsqu'il préparait le petit déjeuner, elle partait sans manger. Cependant, plus tard, elle préparait beaucoup de nourriture juste pour elle et la gardait dans le réfrigérateur. Et il pense que les prodiges sont très égocentriques et qu'on ne peut jamais savoir ce qu'ils pensent. Puis il pense qu'il n'était même pas capable de gérer sa vraie famille et s'il serait capable un jour de faire en sorte que les choses fonctionnent entre lui et ses 3 sœurs. Mais il est interrompu par Nico qui est surpris par le super petit déjeuner qu'il a préparé. Et il répond bientôt qu'il a fait avec des ingrédients qui étaient presque gâtés. Et voyant déjà la fille saliver, il lui en offre, là où elle a fait la difficile. Mais quand il a montré qu'il allait tout manger tout seul, elle a presque cédé mais a dit qu'elle ne mangerait pas son repas déséquilibré. Après tout, il n'avait pas la quantité exacte de protéines et de matières grasses. Ce qui a fait se demander au garçon si elle compte la quantité exacte de nutriments à chaque fois qu'elle mange. Et bientôt la fille répond oui et dit, tu es ce que tu manges. Et c'est aussi important que l'entraînement. Il est donc impossible d'être la meilleure athlète si elle n'a pas le meilleur corps. Et avec elle et Miwa déjà en retard, Yu pense qu'elle lui donne un sacré mal de tête. Après tout, qui place le fait d'être meilleur au-dessus de manger ce qu'il veut. Mais ensuite il se souvient que sa mère a suivi un régime pour obtenir certains rôles. Alors Kazuki le fait pour rester la star principale. Tandis que Miwa dévore des bonbons pour nourrir son cerveau. Donc les prodiges finissent par être tellement égocentriques qu'ils ne voient rien d'autre, parce qu'ils sont poussés par quelque chose de plus grand. Alors pensez au moment où il a commencé à avoir peur de sa mère, et arrêtez de lui parler parce qu'il ne la comprenait pas. Et quand il se rend compte qu'ils partent, il décide d'agir et leur demande d'attendre, en disant qu'ils ont oublié quelque chose, ce qui au début les fait désespérer et se rendre compte qu'ils n'ont rien oublié. Mais le garçon dit passer une bonne journée, ce qui les a fait réagir sans un mot. Mais ensuite ils ont dit que c'était absurde et sont partis. Mais le garçon est prêt à ne pas abandonner. Cependant Nico, quand elle se voit dans le rétroviseur de la voiture, est toute rouge d'entendre ça de lui. Et les 2 autres sont déjà gênés, se souvenant de ses paroles, et tous les 3 pensent qu'ils ont aimé ces mots idiots. Pendant ce temps, à la maison, Monsieur Mikadono appelle le garçon pour prendre des nouvelles. Et en apprenant que tout va bien, il l'informe qu'il sera absent de la maison pendant un certain temps encore à cause du travail. Ce qui a fait penser à Yu qu'il était foutu avec ses 3. Mais leur père lui demande une faveur, qu'ils ne tarderont pas à faire face à leurs propres obstacles, et qu'il veut qu'il soit leur main tendue à ce moment-là, et que s'il peut les aider avec cela, ils finiront probablement par s'ouvrir davantage à lui. Et cela laissa clairement le garçon perplexe. Car comment quelqu'un d'aussi médiocre que lui pourrait-il aider quelqu'un comme ces 3-là ?
Et quant à YQU, il a pour mission d'aider les trois filles discutent de leurs projets futurs. Kazuki a une audition difficile à venir. Nico tente de remporter le titre national de karaté et enfin, Miwa a un match décisif de shogi à venir. S'il peut les aider, YQU aura plus de chances de se rapprocher d'elle. Après avoir raccroché, YQU se demande si elles ont vraiment besoin de son aide. Après tout, il se considère comme moyen, tant en sport qu'à l'école. YQU se croit donc incapable d'aider ses filles, qui sont au sommet de leur art comparé à lui. Et pour couronner le tout, il commence à imaginer les commentaires des autres si elles échouent. Même avec son aide, cela le rend encore plus inquiet. Après tout, on utiliserait certainement le talent de Subaru Ayaz, sa mère, contre YQU, affirmant qu'il n'a certainement pas hérité du sien. Pour tenter de se calmer un peu, YQU décide d'aller au marché acheter de quoi cuisiner pour les filles. Et pendant le repas, il pourra faire plus ample connaissance avec chacune d'elles. Eh bien, dès que Nico rentre chez elle et le voit cuisiner pour elle, elle se méprend, croyant qu'il essaie de lui acheter à manger. Puis, elle lui fait comprendre qu'elle a déjà acheté son propre repas et qu'elle refusera donc celui qu'il a préparé. Cela dit, elle va prendre une douche et dès son retour à la cuisine, Nico le voit cuisiner avec encore plus d'intensité et réalise qu'il prend vraiment sa tâche au sérieux. Et en voyant tous ses livres de cuisine sur la table, Nico en déduit qu'il augmente sa productivité pour tenter de la convaincre plus facilement de lui faire confiance, puisqu'elle a initialement refusé sa nourriture. Et soudain, Miwa rentre à la maison et YQU va vers elle et lui dit qu'elle prépare leur nourriture. Cependant, Miwa interprète cela comme quelque chose de pathétique et Nico dit que le garçon essaie probablement juste d'attirer l'attention. Et de plus, Nico dit qu'elle est très stricte avec toute nourriture qu'elle mange, donc elle préfère manger une collation qu'elle a achetée elle-même, car de cette façon, elle sera sûre de ne pas mettre quelque chose de trop gras ou de nocif dans son corps. Mais en mangeant ce goûter fade, Nico s'interroge sur ce que le garçon a préparé. Elle retourne donc à la cuisine. Voyant l'espace vide, elle décide d'aller jeter un œil à ce qu'il leur a préparé. Elle est surprise de constater que, dès le départ, il avait préparé un repas parfaitement équilibré, réservé aux sportifs. Soudain, YQU apparaît juste derrière elle, l'air effrayé, et lui annonce que le plat contient 32,4 grammes de protéines. Entendant sa voix surgir de nulle part derrière elle, Nico pousse un cri de surprise. YQU s'approche d'elle avec un regard encore plus intimidant, tandis qu'il examine toutes les données du noir. Le voyant parler comme un moulin à paroles, Nico dit qu'elle le comprend. Puis YQU lui répond qu'il a utilisé des recettes recommandées par des nutritionnistes et les a adaptées pour elle. Et en découvrant qu'il a fait tous ces sacrifices juste pour elle, Nico est gêné d'avoir rejeté sa nourriture au début. Alors elle se rattrape en essayant la sienne. Et, ne voulant pas le féliciter, Nico félicite le créateur de la recette utilisée par YQU, mais pas lui. Pendant ce temps, Miwa se dirige vers l'escalier de la maison et, apercevant la nourriture de loin, elle descend lentement, essayant de se servir sans que YQU la voie. Cependant, le voisinage apparaît juste derrière elle et commence à énumérer les détails du plat comme un psychopathe. Et pour éviter de continuer à subir la pression de sa part, Miwa s'assied sur la chaise et dit qu'elle va goûter son plat pour voir ce qu'il donne. Mais alors qu'elle s'apprête à manger, YQU se tient à côté d'elle, la fixant avec ce regard intimidant qu'elle avait toujours eu. Puis, la jeune fille lui demande de l'excuser, car elle ne peut pas manger avec un fou qui la fixe comme ça. Mais même après avoir entendu cette requête, YQU reste planté à côté d'elle, affirmant qu'il ne partira pas. Soudain, au milieu du repas, Kazuki arrive à la maison et trouve étrange que ses sœurs soient arrivées si tôt. Dès qu'elle remarque le festin sur la table, Kazuki est stupéfait. YQU s'approche d'elle pour discuter des moindres détails du plat, essayant de la rassurer et de la faire manger rapidement. Et malgré tous ses efforts pour lui faire plaisir, Kazuki se montre dure, affirmant qu'elle ne se laissera pas convaincre par la nourriture comme Nico et Miwa l'ont été. En entendant cela, Nico la rappelle à son attention, affirmant que cette fois, YQU a enfin réussi quelque chose. Mais Kazuki reste sceptique quant à sa déclaration et dit que même s'il ressemble à une famille heureuse pendant un repas, ce genre de scène ne lui convient pas, car Kazuki n'aime pas ses tables, et encore moins celui qui a préparé leur nourriture. En entendant ces mots, Nico prend l'assiette de Kazuki et lui dit qu'elle ne mérite vraiment pas une nourriture aussi bonne que celle de YQU. YQU, quant à lui, prévient Nico que manger de manière irritée et rapide et la fera grossir plus facilement. Nico commence à s'inquiéter, mais YQU lui fait comprendre qu'il surveillera tout ce qu'elle mange. Et voilà, 3 jours après que YQU a commencé à vivre avec les 3 filles, il réalise que Kazuki reste la fille la plus difficile à aborder. Et bien que le père des filles lui ait demandé de les aider, YQU est convaincu que si les choses continuent ainsi, il ne pourra même plus les rencontrer, et encore moins les aider. À la récréation, YQU remarque que Kazuki attire l'attention des autres filles malgré son sexe, ce qui l'impressionne. Mais au-delà de sa beauté, Kazuki est aussi la meilleure élève de sa classe d'art du spectacle, ce qui la rend encore moins accessible. Malgré ces obstacles, YQU prend l'initiative et va lui parler au milieu de la foule. Et comme prévu, le quartier est humilié par toutes les filles, qui ne se souviennent de lui que comme du fils d'une actrice célèbre, même s'il n'a pas le même talent que sa mère. Kazuki, quant à lui, participe à l'humiliation, lui disant de ne pas trop s'approcher d'elle, car s'il le faisait,
il ternirait son éclat avec son aura malsaine. En entendant cela, YU commence à la contredire, affirmant qu'elle a passé la nuit entière à espérer que Kazuki cède à ses inversions. De plus, YU révèle qu'il a quelque chose que lui seul peut lui offrir, et il lui assure qu'elle l'adorera. Et bien que ce « truc » fasse référence à la nourriture, les filles supposent qu'il parle de quelque chose d'un peu plus sexy. Après tout, YU, comme d'habitude, n'a pas su s'expliquer correctement. Et pour couronner le tout, il dit qu'elle le verra à leur retour. En entendant cela, les filles découvrent qu'ils vivent ensemble et commencent à leur demander s'ils sortent ensemble. Et puis, lorsqu'ils rencontrent Miwa, YU l'invite à l'accompagner à la cafétéria. Cependant, elle se met à courir pour tenter de lui échapper, jusqu'à ce que, soudain, YU parvienne à la rattraper, qui commence à se confier à lui disant qu'elle est une toute autre fille. Des autres étudiants dans la salle, au point où elle n'arrive même pas à comprendre une conversation normale entre filles. En entendant cela, YU affirme qu'il la comprend, mais aussitôt après, il précise qu'il ne veut pas prétendre comprendre pleinement ce qu'elle traverse, car ce serait impossible. Mais en même temps, il croit pouvoir comprendre au moins un peu ce qu'elle ressent. Après tout, il est dans la même situation. Après avoir changé de sujet, YU révèle son intention de séduire Kazuki et demande à Miwa de l'aider à le faire. En entendant cela, Miwa explique que lorsque Kazuki avait 3 ans, elle a demandé à leur mère de lui préparer un repas secret. Miwa lui suggère d'utiliser cette anecdote comme un indice pour l'aider à séduire Kazuki. YU décide alors de cuisiner le même plat que sa mère, mais il comprend qu'il devra découvrir lequel de ces plats a été préparé ce jour-là. Eh bien, après avoir réussi à réaliser la recette, YU invite Kazuki à goûter sa cuisine et lui dit que cette fois, il a préparé quelque chose qu'elle va vraiment apprécier. Mais avant qu'elle puisse voir ce qu'il a préparé, Kazuki tombe inconsciente au sol. Ses sœurs, inquiètes, l'aident. Cependant, Kazuki leur dit d'arrêter tout ce drame et lui assure que tout ira bien. Mais dès que Miwa touche sa tête, la jeune fille se brûle. Nico s'irrite contre Kazuki et lui dit d'arrêter de jouer les durs alors qu'elle a clairement besoin d'aide. Soudain, YU arrive avec du porridge riche en nutriments pour l'aider à se rétablir au plus vite. Voyant leur inquiétude excessive, Kazuki s'enferme dans sa chambre et ordonne à tout le monde de partir. Plus tard, YU revient dans sa chambre avec une autre recette, mais Kazuki lui ordonne à nouveau d'arrêter de l'embêter. Cela dit, elle tente de l'approcher pour le virer de sa chambre, mais après quelques pas, Kazuki lui tombe dessus. Soudain, YU a l'idée d'être sa partenaire de scène jusqu'à ce qu'elle aille mieux et puisse retourner aux répétitions. En entendant cela, Kazuki se souvient qu'il est le fils d'une actrice très talentueuse, et elle suppose donc qu'il est au moins un acteur correct. Cependant, dès qu'il ouvre la bouche pour jouer la princesse, Kazuki réalise qu'il est en réalité plus maladroit qu'elle ne l'imaginait. Kazuki le met alors à la porte, préférant répéter seul plutôt qu'avoir un assistant médiocre comme lui. Eh bien, le lendemain, YU retourne dans sa chambre et lui annonce qu'il a lu le scénario en entier. Mais Kazuki remarque qu'il est toujours bloqué et le met à la porte. Au fil des jours, YU essaie de répéter avec elle à plusieurs reprises, mais Kazuki le chasse sans cesse. Et un soir, Kazuki se souvient qu'elle est pratiquement la star de la pièce. Alors elle ressent le besoin de trouver un moyen de sortir du lit et de mettre fin à son malaise une bonne fois pour toutes, afin d'éviter de décevoir les futurs acteurs. Sur ce, elle quitte sa chambre, et en passant devant le salon, Kazuki aperçoit YU en train d'assister à une pièce de théâtre, dans le seul but d'améliorer sa performance et d'aider Kazuki. Le lendemain, alors qu'il revient répéter avec elle, Kazuki remarque soudain une amélioration dans la performance du garçon. Elle cède alors et dit qu'elle mangera son repas, mais lui demande de laisser de côté une tonne d'ingrédients. En entendant cela, YU découvre qu'en fait, Kazuki saute son repas depuis tout ce temps juste pour éviter d'avouer qu'elle est difficile en matière de nourriture. Et en voyant Kazuki manger la nourriture de YU, Nico devient choqué. Quant au garçon, YU effraie Kazuki en lui racontant qu'elle mange des carottes. Bien que choqué par cette information, YU reste calme, ayant finalement réussi à faire manger sa nourriture aux filles. Mais plus tard, celles-ci refusent, car elles seront occupées par des corvées ce jour-là. En entendant cela, YU est déçu. Après tout, ils commençaient tout juste à manger ensemble, et rater cela était quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Cependant, se rappelant que sa mère était souvent absente de la maison pendant des mois, YU réalise qu'être seul une journée ne posera aucun problème. En même temps, YU explique que c'est précisément ce qui l'a éloigné de sa mère. De plus, il se souvient que sa mère était aussi talentueuse que les 3 filles, et que YU, comme lui, se considère comme un moins que rien, incapable de faire quoi que ce soit. Et se souvenant de la demande du père des filles, YU réalise qu'il aura du mal à l'exaucer. Il décide alors d'aller voir un film pour se détendre un peu, et ce faisant, il commence à ressentir de l'émotion en regardant une scène familiale ordinaire. En découvrant que le personnage principal de la série est sa mère, YU ressent une étrange sensation. Après tout, sa mère semble heureuse dans son rôle tout en s'amusant avec sa famille, ce qui n'est pas chose facile pour YU, vu que les 3 filles ne lui facilitent pas la vie. À ce propos, les bouteilles reviennent enfin, et YU les accueille les larmes aux yeux. Nico trouve cela étrange et lui demande pourquoi il pleure, et YU, à son tour, répond qu'il n'a tout simplement pas supporté cette émission de télévision émouvante. Kazuki, quant à lui, remarque que l'une des actrices est la mère du garçon et en déduit que sa mère lui manque tellement qu'il ne peut contenir ses émotions. Elle sympathise avec YU, lui disant qu'il
n'a pas besoin de faire des corvées ou de cuisiner juste pour essayer de la conquérir. Miwa, quant à elle, confirme les propos de Kazuki et lui conseille de ne pas se surmener. Nico intervient également dans la conversation et lui rappelle qu'il ne fait que faire le ménage, qu'il ne devrait donc pas tout faire lui-même, comme s'ils n'étaient pas les vrais propriétaires. Mais en entendant cela, YQU dit qu'il ne se voit pas comme elle le décrit. Au lieu d'être un étranger, il veut faire partie de la famille, se sentir proche d'eux comme un petit frère. Le voyant les traiter comme des membres de la famille, les filles sont perplexes, et Nico trouve ses propos ridicules. Après tout, elle pense qu'il ne fait que répéter ce qu'elle voit habituellement à la télévision. De plus, elle trouve le concept de famille heureuse largement surfait, car elle ne sait même pas comment une famille se forme. Juste après ces mots, l'acteur de la série se confie à l'actrice, promettant qu'il fondera une famille heureuse avec elle. Voyant cela, les trois filles en déduisent que YQU leur avoue en réalité son amour, souhaitant être leur mari. À ce moment-là, Kazuki commence à s'idéaliser en tant que marié et sombre dans le déni, car il ne croit pas qu'elle souhaite réellement épouser un garçon comme lui. Quant aux autres filles, elles commencent elles aussi à se voir comme des mariées, mais elles reprennent vite leurs esprits et réalisent qu'elles se sont laissées emporter par le feuilleton télévisé. YQU, quant à lui, demande à Nico d'échanger ses informations d'anniversaire. Après tout, il veut prendre au sérieux l'idée de pour former une famille avec les filles. Il doit connaître son âge afin que YQU puisse définir Nico comme sa sœur aînée ou cadette. En entendant cela, Nico se met à transpirer de rage, et les trois sœurs lui font comprendre qu'il ne sera jamais plus qu'un simple parasite pour elle. Sous la douche, Nico réfléchit à ce qu'elle a entendu du garçon, le traitant d'idiot d'avoir eu une telle idée si soudainement. Mais en y réfléchissant, elle se souvient qu'il n'est qu'un adolescent vivant avec trois filles. Il est donc normal qu'il ne comprenne pas vraiment ce qui se passe, après tout, elle non plus. Soudain, YQU pousse un cri que toute la maison entend. Nico court vers lui pour voir ce qui se passe et découvre qu'il s'est simplement rappelé qu'il n'avait pas acheté de pain au petit déjeuner. Sur ce, elle commence à le gronder, lui disant d'arrêter de se soucier de ses petites erreurs. Quant à lui, YQU la remarque en serviette et lui dit de s'habiller rapidement pour éviter d'attraper froid. Réalisant qu'elle est nue, Nico, gêné, s'enfuit jusqu'à ce qu'elle soit soudainement repérée par Miwa. Après quelques échanges, elle remarque le visage rouge de Nico et lui demande ce qui s'est passé. Nico, indécise, dit qu'elle s'est sentie un peu étourdie par le bain chaud qu'elle a pris récemment. Mais en entendant cela, Miwa comprend clairement qu'elle ment et lui rappelle que Nico n'est resté dans le bain que 5 minutes. Quant à YQU, il interrompt la conversation des filles et dit à Miwa qu'il a déjà plié les vêtements pour elle. Dès qu'elle touche les vêtements, se rapprochant de lui, Miwa rougit à son tour et finit par les laisser tomber par terre. Nico remarque son rougissement et le lui fait remarquer. Cependant, Miwa le dissimule, prétextant que son visage a toujours été plus rouge. Nico affirme cependant qu'elle doit aussi avoir le béguin pour YQU, et en l'entendant utiliser le mot « aussi » dans la phrase, Miwa réalise qu'elle a raté un petit lapsus, révélant que Nico apprécie aussi YQU. Pendant que les filles se disputent, Kazuki arrive, et voyant les deux sœurs sur le point de s'entretuer, leur ordonne d'arrêter et de se comporter de manière plus appropriée à leur âge. YQU, quant à lui, demande à Kazuki de l'aider à atteindre un pot sur l'étagère du haut. Elle l'aide, et dès qu'elle se détourne du garçon, les joues de Kazuki rougissent. Les deux autres sœurs remarquent son embarras et la fixent du regard, ce qui déclenche une bagarre entre elles. YQU intervient, et leur ordonne d'arrêter de se battre. Après tout, les sœurs devraient s'entendre, ce qui est tout le contraire de ce qu'elles font. Dès que les filles partent, YQU réalise que la vraie vie ne ressemblera jamais à une série télévisée. Mais en même temps, il se souvient du plaisir qu'elles ont eu à manger ensemble à la même table. Et YQU est convaincu que ces petits moments de bonheur en valent la peine. Et lorsqu'il retrouve une photo des trois sœurs enfants, YQU est surpris de découvrir qu'elles étaient bien plus mignonnes qu'elles ne le sont maintenant. Après tout, elles ressemblent plus à des méchantes de films d'horreur qu'à autre chose. Après avoir essayé de parler aux sœurs pour savoir laquelle a pris la photo, YQU réalise qu'elles lui mentent, car aucune d'elles n'avoue posséder une photo de famille. YQU cherche alors à savoir laquelle des sœurs a conservé cette photo. Après tout, pour devenir membre de la famille, il doit mieux comprendre toutes les sœurs et déterminer laquelle serait encore intéressée par cette photo. Et le lendemain, YQU essaie de parler avec ses sœurs, mais comme avant, elles lui disent au revoir pour partir en voyage d'affaires. Déjà à l'école, YQU cherche son téléphone pour savoir où sont allées les filles. Plus tard dans la soirée, YQU parle à ses sœurs de leur prochain voyage, le lendemain, et leur dit qu'il leur a préparé du lait chaud pour les aider à mieux dormir et plus tôt. Miwa, quant à elle, se plaint de ne pas avoir encore réservé leur chambre, mais YQU la rassure en lui disant qu'il a déjà fait ce travail pour elle. Même si tout est réglé, Miwa se plaint de devoir manger à l'hôtel pendant des jours. En entendant cela, YQU suppose que sa cuisine va lui manquer, mais la jeune fille détourne le regard et affirme n'en avoir parlé à aucun moment de la conversation. Plus tard, Miwa participe au tournoi de Shoji et comme prévu, elle parvient à vaincre ses adversaires sans trop de difficultés. L'une des organisatrices de l'événement l'aborde et lui rappelle que Miwa affrontera un maître le lendemain. Elle lui conseille donc de se préparer. En entendant cela, Miwa rentre chez elle, pensant au match, puis décide de s'entraîner un peu avec Lia plus tard dans la soirée. Et voilà, en arrivant à l'hôtel et en retrouvant Kazuki, Miwa lui demande ce qu'elle fait là. Sa
sœur change de sujet, lui disant que cet endroit est près du théâtre où elle se produira, et Miwa, elle, répond de même. Nico eut les deux sœurs, et comme elle, est surprise de découvrir qu'elle loge dans le même hôtel qu'elle. Soudain, YU débarque et les méprise, ignorant même où aura lieu leur rendez-vous. Et comme si cela ne suffisait pas, il découvre que YU a réservé la même chambre pour eux trois. Malgré leur contrariété, YU leur dit qu'elle devrait s'en réjouir et partager la chambre comme trois sœurs. De plus, YU leur annonce qu'il y aura un festival de cerisiers en fleurs ce soir-là, puis leur propose d'y assister pour s'amuser en famille. Après tout, c'était le même événement que celui sur la photo trouvée par YU. Il en déduit donc que celui qui a sauvegardé la photo voulait y retourner un jour. Mais dès qu'elles entendent cela, les sœurs commencent à se plaindre auprès de lui, prétextant qu'elles n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit, car elles seront occupées le lendemain. YU tente alors de les convaincre en leur expliquant que l'événement possède un sanctuaire qui réduit la chance des participants, et qu'elles peuvent donc y aller juste pour s'amuser, car YU est convaincu qu'elles feront de leur mieux si elles prennent le temps de s'amuser. Mais avant de se rendre à l'événement, YU emmène les sœurs acheter des kimonos. Pendant qu'elles essaient les tenues, YU prend d'innombrables photos des filles, affirmant qu'elles leur vont à ravir. Cependant, Nico refuse de les porter, préférant des tenues plus sportives. YU lui apporte un kimono Ross, mais le propriétaire de l'établissement en apporte un autre pour la fille, affirmant que celui-ci lui va mieux. Dans celle-ci, elle essaie la tenue séparée par YU et dit qu'elle avait l'air étrange dedans. Cependant, YU crie d'émotion quand elle voit qu'en fait, elle avait l'air incroyable dans ce kimono. En arrivant au festival des cerisiers en fleurs, les filles commencent à avoir faim. Alors YU leur demande de rester à ses côtés. Cependant, Kazuki finit par prendre ses distances après avoir été abordée par un groupe de filles, qui commencent à l'adorer comme si elle était la star de l'événement. Voyant tout cela, YU est mécontent de la tournure que prennent les événements, car il aimerait voir toutes les sœurs se détendre en famille lors de l'événement. Cependant, Kazuki a déjà ruiné ce plan en activant son mode travail pendant l'événement. Et même s'il n'apprécie pas, YU décide de ne pas intervenir. Pendant ce temps, les deux autres sœurs restent en retrait et observe la célébrité et le goût des flatteries de Kazuki. Miwa et Nico, quant à elles, décident de rester à l'écart de la foule et de profiter davantage de l'événement. Une des filles présentes autour de Kazuki décide de partir, prétextant que, malgré sa beauté, Kazuki reste une fille et qu'elle ne voit donc rien de mal à cela. Mais un faux pas la fait trébucher, jusqu'à ce que Kazuki la rattrape et l'empêche de s'écraser au sol. Elle emmène ensuite la jeune fille à un endroit où elle peut s'asseoir, tandis que les filles en arrière-plan commencent à être jalouses, suppliant de s'installer à leur place, à la place de la jeune fille qui, soit dit en passant, ne se soucie absolument pas de Kazuki. YU, quant à lui, réalise qu'il sera difficile de l'approcher avec toute cette foule, et il redouble de vigilance pour ne pas la perdre de vue. Après que Kazuki l'ait laissée en lieu sûr, elle continue à parcourir le festival, jusqu'à ce qu'elle soit soudainement capturée par YU, qui l'emmène à l'abri des regards et lui conseille de profiter davantage du festival. De plus, YU dit avoir remarqué qu'elle marchait maladroitement, comme si son pied était blessé. Il sort donc la bride de sa sandale de sa poche et s'empresse de la remettre en place. Mais dès qu'il voit son pied, YU réalise que la situation est pire qu'il ne l'avait imaginé, et se rappeler qu'elle portait une personne dans cet état ne fait qu'accroître son indignation. Cependant, Kazuki lui rappelle qu'en tant que prince héroïque, elle ne devrait jamais compter sur l'aide d'autrui, car la simple idée que le prince soit sauvé par quelqu'un d'autre est totalement absurde. En entendant cela, YU désapprouve, affirmant qu'elle ne devrait pas se soucier de savoir qui est sauvé, car selon lui, le prince a aussi le droit d'être princesse parfois. Cela dit, YU conseille à Kazuki d'être qui elle veut, sans contrainte sociale ni pression. Kazuki comprend enfin ce qu'il veut dire et tend le pied vers YU, sous-entendant qu'il la laissera prendre soin d'elle, endossant ainsi le rôle de princesse que le garçon avait mentionné. Pendant ce temps, Nico joue à l'un des jeux de l'événement, attraper un poisson avec un accessoire fragile qui se déchire facilement. Voyant Nico échouer, Miwa commence à taquiner sa sœur, lui disant qu'elle est vraiment nulle à ce jeu. Après tout, elle essaie d'attraper le poisson presque comme un ours, et à cause de ça, elle finit par perdre le poisson. Soudain, YU s'approche des deux filles avec Kazuki et leur demande de les laisser jouer avec elle. Mais dès que les sœurs voient Kazuki avec un masque Tapak s'engrave l'œil, elle lui demande ce que c'est, ce à quoi YU répond qu'elle est simplement déguisée. Entendant cela, Miwa accepte que Kazuki porte ce masque souriant en permanence, car après tout, cela masquera son air sérieux. Quant à YU, il sait ses commentaires. Inutile de commencer le jeu de chasse aux poissons. Et pendant la partie, la raquette de tout le monde se casse, sauf celle de Miwa, qui parvient à attraper le poisson. Tout le monde se plaint à elle, mais Miwa dit qu'ils sont juste jaloux qu'elle soit bonne et que soit nulle. Les voyant se battre pour si peu, YU leur conseille d'arrêter la compétition et de ne pas prendre ce jeu si simple au sérieux. Sur ce, il laisse les trois sœurs tranquilles pour qu'elles apprennent à s'amuser ensemble. YU se rend sur le lieu de l'événement où elles tenteront leur chance. Lors de cette épreuve, les participants doivent sauter entre des plateformes en forme de lotus
plus jusqu'à atteindre le torii. Si le participant parvient à atteindre le torii sans marcher sur une fausse plateforme, il bénéficiera d'une chance sans pareille. De plus, elles pourront se prendre en photo avec le gardien doré du sanctuaire. En voyant le gardien, YU remarque qu'il s'agit de la même statue décorative que les sœurs tenaient lorsqu'elles ont pris leur photo ensemble. YU jure de faire de son mieux pour gagner. S'il obtient le droit de se prendre en photo avec la statue, il invitera les sœurs à recréer cette même photo d'il y a des années, et YU pense qu'elles se souviendront de leur proximité lorsqu'elle était plus jeune. Et voilà, juste après le début du jeu, le premier participant est disqualifié. YU est appelé pour participer, mais il est rapidement disqualifié. Cependant, il découvre qu'il peut tenter d'atteindre le torii autant de fois qu'il le souhaite. Il se lance donc à nouveau le même défi, mais échoue à nouveau. Les autres participants voient le garçon sale et réalisent qu'il aurait dû abandonner plus tôt, tant qu'il était encore temps. Cependant, YU se lève et demande à réessayer. Le temps passe, et YU continue d'essayer de relever le défi, jusqu'à ce que soudain, la pluie se mette à tomber. À ce moment-là, les organisateurs décident d'arrêter le jeu et proposent au garçon de prendre une photo avec la statue, même s'il n'a pas encore atteint le torii. Mais en entendant cela, YU se souvient que les trois sœurs ont gagné le droit à la photo grâce à leur persévérance et leur intelligence. Il décide donc d'en faire autant et saute à nouveau d'une plateforme à l'autre, confiant de pouvoir surmonter ce défi. Lors de sa dernière tentative, YU parvient enfin à atteindre le portail torii. Il court au festival pour appeler les sœurs et prendre la photo. Cependant, YU réalise que l'événement est terminé depuis longtemps, et comme la fois précédente, il a l'impression d'avoir irrité les sœurs après avoir été abandonné par lui. À ces mots, YU commence à regretter, persuadé que les sœurs vont s'éloigner encore plus. Et comme il n'est qu'un étranger soudainement entré dans leur vie, YU estime qu'il devrait être la dernière personne à s'immiscer dans leur vie. Or, dans ses réflexions, il est interrompu par les sœurs, toujours au festival à sa recherche. Nico commence à se plaindre, lui disant qu'il leur avait promis de revenir dans un instant, mais qu'il est maintenant allongé sous la pluie, le visage couvert de boue. En les voyant devant lui, YU est surpris, car il les croyait déjà rentrés. Cependant, Kazuki lui rappelle qu'il est leur guide au festival et que c'est donc à lui de les ramener. Quant à Nico, elle s'excuse auprès de lui, prétextant qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter un parapluie supplémentaire. Les trois filles lui proposent donc une place dans leur parapluie. Cependant, elles disent cela en même temps, et YU ne les comprend pas vraiment. Finalement, les filles jouent les farceuses pour savoir qui marchera avec YU sous le parapluie, et c'est finalement Nico qui a de la chance. Même s'ils ne font que marcher ensemble, elle commence à sentir son cœur s'emballer, presque comme si elle venait de courir un marathon. À un autre moment, YU les retrouve et leur souhaite bonne chance pour leur tâche du lendemain. Le voyant dans un état lamentable, les filles lui conseillent de prendre une douche au plus vite. Cependant, YU explique qu'il a oublié de réserver une chambre et n'a donc pas accès à la maison d'hôte de l'hôtel comme elle. De plus, tous les hôtels sont complets à cause de la floraison des cerisiers. Alors YU propose de séjourner dans un cybercafé. Mais en entendant cela, Kazuki décide de le laisser dormir dans la même chambre qu'eux, mais seulement pour cette nuit. YU commence à culpabiliser. Après tout, il voulait qu'elles soient toutes les trois seules et profitent de la nuit comme de bonnes sœurs. Mais maintenant qu'il est là, YU a l'impression de tout gâcher. Cependant, Nico lui fait comprendre qu'elle ne l'abandonnerait jamais. Après tout, ce serait déshonorer la famille. Quant à Miwa, elle lui rappelle qu'elles vivent déjà ensemble. Il serait donc étrange qu'elle ne l'invite pas à dormir dans leur chambre. En cherchant un peignoir, YU le trouve dans le placard, sur l'étagère du haut. Il tend la main pour attraper les vêtements, mais ce faisant, YU s'approche trop près de Nico, qui rougit rien qu'en le voyant près d'elle. Dès qu'il part, les sœurs sont gênées d'avoir un garçon avec elle dans une si petite pièce. Entendant un bruit provenant de la pièce, YU s'excuse auprès d'elle et leur dit qu'il avait prévu de les laisser toutes les trois passer ce moment seuls, sans personne d'autre, et encore moins lui. Alors, YU leur demande de savoir qu'il n'est pas là et de se reposer un peu. Et même s'il le leur demande, les filles restent embarrassées, craignant de ne pas pouvoir se reposer comme ça. Et puis, quand elles éteignent les lumières pour dormir, les sœurs restent éveillées et le visage rouge. Elles se demandent ce qui peut bien leur arriver, et en déduisent qu'elles sont simplement anxieuses à cause des tâches importantes qu'elles ont le lendemain. Pendant ce temps, YU se souvient du moment où il a emmené les filles prendre des photos avec la statue. Alors qu'il recule pour essayer d'obtenir un meilleur angle, YU finit par percuter un arbre chargé d'eau qui lui tombe sur la tête. Les filles sourient sincèrement à la scène, et YU profite de cet instant unique pour prendre la photo, qui, soit dit en passant, est identique à celle qu'elles avaient prise auparavant. Il se met alors à la recherche de l'ancienne photo pour comparer les deux, mais découvre que son propriétaire la lui a déjà reprise. Et après quelques minutes, YU finit par la supprimer. Les sœurs commencent alors à parler de l'événement et de leur passé. Au cours de la conversation, Kazuki remarque qu'elles ont progressivement cessé de se parler et se sont isolées dans leurs occupations, bien qu'elles vivent ensemble. Mais maintenant, après un long moment, elles discutent davantage. Soudain, au beau milieu de leur conversation, Miwa sort les anciennes et les nouvelles photos pour les comparer, et s'émerveille de la gentillesse de YU, qui veut les rendre heureuses, même avec un simple geste. Le lendemain, YU regarde la télévision et apprend que les sœurs Mikadono
ont réussi leur mission ce jour-là. La performance de Kazuki a été un véritable succès, et Miwa et Nico, quant à elles, ont dominé les tournois auxquels elles ont participé, ce qui laisse YU sans voix. Au fil des jours, YU remarque que les sœurs ont commencé ils s'entendent mieux depuis le festival des cerisiers en fleurs, ce qui rend YU heureux, car pour lui, ils auraient dû être comme ça dès le début. Se souvenant qu'il avait promis de préparer un festin pour leur retour, YU se précipite à la maison, espérant avoir le temps de préparer le dîner des filles. Cependant, toujours sur le pas de la porte, il voit leurs chaussures et trouve étrange qu'elles soient arrivées plus tôt que lui. YU entre dans la maison et voit un inconnu assis sur le canapé. En entendant sa voix, il comprend qu'il s'agit de Monsieur Mikadono. YU court vers lui et le remercie de l'avoir accueilli. Il se lamente à nouveau sur ce qui est arrivé à la mère de YU, mais lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après tout, ses talents perdureront tant que YU grandira et se développera. Cela dit, Mikadono décide de reprendre la conversation avec les filles et demande à Kazuki de lui donner des nouvelles de sa performance. Elle répond simplement que ses spectacles ont attiré beaucoup de fans et que les critiques sont favorables à son égard. Quant à Nico, elle affirme avoir remporté le championnat, ce qu'elle a déjà l'habitude de faire. Cependant, elle dit qu'un autre tournoi approche et qu'elle n'est donc pas d'humeur à se détendre. Après Miwa, elle annonce avoir remporté les matchs préliminaires et accédera à la finale. Entendant toutes les filles, Mikadono les encourage à persévérer, puis se retourne pour partir. Le voyant si pressé, YU tente de le rappeler, mais Mikadono lui répond qu'il est juste passé pour avoir des nouvelles de ses filles. Alors maintenant qu'il sait comment elles vont, il doit partir. Cependant, YU insiste, prétextant qu'il préparera le dîner pour les filles. Il demande donc à Mikadono de rester dîner avec elle. Il décide de rester un peu plus longtemps, mais remarquant un étrange masque, Mikadono lui demande ce que c'est. YU lui répond qu'il a trouvé lors d'un festival auquel elles ont assisté ce week-end. Voyant que YU faisait perdre du temps aux filles avec un festival, Mikadono dit qu'il ne fait que les empêcher d'atteindre le sommet. Mais en entendant cela, YU explique qu'il y a un sanctuaire dans ces festivals qui porte chance aux concurrents, et il pense donc que cette sortie était parfaite pour elle. Malgré cela, Mikadono continue de prendre les choses du mauvais côté, persuadé que compter sur la chance n'est pas la voie royale. Après tout, la chance ne s'acquiert que par un effort constant. Cela dit, Mikadono commence à évoquer le passé de YU et explique que, bien qu'il soit le fils de la talentueuse actrice Subaru Ayase, il n'a pas de réussite notable, ce qui, pour lui, le place au rang de 0. De plus, Mikadono lui fait comprendre qu'il n'y a pas de place chez lui pour des enfants sans talent. YU reste sans voix, et Mikadono déclare alors qu'ils n'accepteront personne qui apporte cette mentalité faible chez eux. Voyant comment leur père traite le garçon, les trois sœurs lui disent de se calmer. Même si YU n'a pas de réussite reconnue, il fait un excellent travail ménager, ce qui est un grand soulagement pour elle, car seul un foyer organisé leur permet d'avoir la paix et le temps de développer leur talent. Et quand il les remarque en train de défendre un garçon qu'ils connaissent à peine, Mikadono demande s'ils ont vraiment besoin de YU pour quoi que ce soit, ce à quoi Miwa répond qu'elle n'a pas nécessairement besoin de lui. Après tout, YU n'est qu'une pièce pratique à avoir sous la main pour quand il est utile. Mais même s'ils le défendent, Mikadono dit que YU ne semble pas compatible avec eux trois. Pourtant, les filles n'arrêtent pas de lui dire que YU est parfaitement compatible avec elle. Une semaine plus tard, YU continue de réfléchir aux paroles du père des filles. Après l'avoir rencontré, il comprend enfin pourquoi les filles sont si déterminées et désireuses de progresser. En fait, elles se soucient simplement d'obéir aux ordres de leur père, qui, soit dit en passant, est très strict. Et bien que Mikadono semble être un homme respectable et accompli, son aura ce jour-là a gâché l'éclat de ses filles. Et pour couronner le tout, cela s'est produit juste au moment où elles commençaient à s'entendre. Pendant ce temps, Nico décide de faire une pause après un entraînement intensif, mais en mangeant son goûter habituel, elle se plaint que ce n'est plus aussi bon qu'avant. Les autres sœurs partagent la même plainte. YU, quant à lui, est déçu de se rappeler qu'il avait initialement imaginé vivre comme la famille idéale d'un drama, mais qu'à présent, il croit que son idée d'une famille parfaite n'était qu'une idée médiocre. Mais dès qu'il dit cela, il se souvient des paroles de sa mère, qui lui disait qu'elle aussi aimerait d'avoir une famille comme celle d'un drama. Sur ce, YU rentre chez lui et dit qu'il doit faire tout son possible pour que les trois sœurs forment une famille idéale. Nico et les autres quittent la maison pour un autre jour d'école. Mais cette fois, Nico remarque que YU n'est plus là dans le couloir pour leur souhaiter le bonjour, une chose qui semblait simple auparavant, mais qui, depuis, commence à lui manquer. À l'école, les filles remarquent que YU a laissé un panier repas pour chacune d'elles dans leur sac, ce à quoi elles ne s'attendaient pas. Dès son retour, Kazuki l'appelle pour discuter et lui propose de former une codirection. Kazuki se dit prêt à accepter YU, mais pour cela, il devra l'aider à passer une audition difficile. Nico ajoute qu'elle aura également besoin de son aide pour un tournoi important à venir. Et enfin, Miwa ajoute qu'elle a des matchs décisifs à disputer et qu'elle aura donc besoin de son aide. En entendant cela, YU promet de les aider de toutes les manières possibles, à commencer par préparer leur déjeuner quotidien. Après tout, il se considère déjà comme un membre de la famille. Mais à cette nouvelle, les sœurs le rejettent, prétextant que YU n'est qu'un simple soutien. Et voilà, le lendemain, YU prépare leur déjeuner et leur souhaite une bonne journée. Sur ce, les filles quittent la maison et réalisent que ces paroles de YU font toute la différence dans leur journée.
journée. Et même si YQU ne peut rien faire de plus, il promet de faire de son mieux pour les aider. À un autre moment, Nico reçoit un appel de son 100p en plein entraînement. Il lui dit avoir entendu parler de son excellente performance. Mais face à cela, Nico tente de conserver une apparente humilité, affirmant qu'elle n'est pas si extraordinaire que ça. Quant au garçon, il dit qu'il revient tout juste d'une tournée à l'étranger et que, comme ils ne se sont pas vus depuis longtemps, il a hâte de voir ses progrès lors du prochain tournoi. Pendant ce temps, Miwa joue mal et décide de déclarer forfait contre son maître, du moins pour l'instant. De retour chez elle, les trois sœurs repensent à ce que Mikadono leur a dit et la tension monte. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, ils sont accueillis par YQU qui a déjà préparé leur dîner. Cependant, dès que Nico remarque un goût médiocre dans Lin mangeant son plat, elle se souvient de ce que leur père avait dit sur la médiocrité. Mikadono abhorre la médiocrité, la considérant comme un mauvais frère, et leur devoir en tant que Mikadono est de combattre toute médiocrité. Mais au lieu de cela, les filles approuvent la cuisine médiocre de YQU. Après avoir terminé le repas, Kazuki va trouver le garçon et lui propose de l'aider à faire la vaisselle. Voyant une telle chose dans sa bouche, YQU est choqué, et Kazuki, à son tour, tente de la blanchir, affirmant qu'elle ne le fait pas pour le garçon. En fait, elle essaie juste de cultiver sa féminité. Mais face à cette excuse, YQU répond qu'elle n'a pas besoin d'être féminine pour faire la vaisselle. Et tandis qu'ils font la vaisselle ensemble, YQU lui demande si elle se sent plus à l'aise face à l'épreuve difficile qui l'attend. À cela, Kazuki répond qu'elle n'en est pas encore sûre. Après tout, c'est la première fois qu'elle joue ce genre de rôle, et qu'elle est donc très nerveuse. Cependant, Kazuki dit s'être sentie un peu moins tendue en rentrant chez elle et en voyant YQU faire des blagues pour les faire rire. Alors elle croit que tout finira par s'arranger. Et malgré cela, Kazuki lui fait comprendre qu'elle ne se sent pas mal à cause de YQU, mais à cause d'autre chose. Cela dit, elle remarque YQU avec ses doigts bandés et lui demande ce qui s'est passé. Il lui répond qu'il s'est juste coupé les doigts en cuisinant, car contrairement à ce qu'elle pense, YQU n'est pas un cuisinier expérimenté. En entendant cela, Kazuki réalise que le garçon, malgré sa maladresse, n'abandonne pas ses tâches jusqu'au bout. Soudain, YQU tombe à terre et se blesse au nez. Kazuki, inquiet, va voir s'il est sérieusement blessé, mais elle finit par trébucher, tomber sur lui et l'embrasser. Et même si tout cela n'était qu'un accident, YQU s'excuse de l'avoir embrassé par inadvertance. Cependant, Kazuki lui dit de se calmer et lui dit qu'elle ne l'a pas vraiment embrassé. En fait, ils ont juste eu un accident mineur. Voyant qu'elle ne l'a pas touché, YQU est soulagé. Mais en même temps, il a pitié de Kazuki pour avoir embrassé un homme au nez ensanglanté. Cependant, YQU en déduit qu'elle a déjà joué des scènes similaires sur scène, donc elle y est habituée. Un autre jour, YQU se rend dans la chambre de Kazuki pour parler du baiser qu'ils ont accidentellement partagé, et dit qu'il comprend qu'elle soit offensée d'embrasser un perdant comme lui, alors il compte faire comme si ce baiser n'avait jamais eu lieu. Sur ce, YQU quitte sa chambre, tandis que Kazuki reste, regrettant qu'il ait traité leur baiser comme un souvenir anodin. Mais en même temps, elle réalise qu'il a raison, car Kazuki doit oublier tout ça et se concentrer uniquement sur sa pièce. Elle a été choisie pour jouer une femme pour la première fois, et comme elle a toujours joué un homme, Kazuki doit exercer sa féminité. Mais pendant le baiser de la pièce, elle se souvient du vrai baiser qu'elle a donné à YQU, ce qui finit par la gêner. Elle se fait gronder par le chef d'équipe, qui lui dit d'arrêter de mélanger sa vie privée avec son jeu d'actrice. De retour à la maison, Kazuki annonce à YQU que son entraînement devient plus exigeant. Elle lui demande donc de préparer des repas plus énergétiques pour qu'elle puisse gérer son entraînement. YQU est prête à s'occuper de tout, mais Kazuki abuse encore plus de sa bienveillance et lui propose un rendez-vous avec elle le dimanche. Et quand on lui a demandé de sortir avec elle, YQU ne comprend pas exactement ce que Kazuki lui veut. Et après y avoir réfléchi un peu, il en déduit que cela a un rapport avec ce baiser accidentel qu'ils ont échangé il y a peu. Pendant ce temps, les autres sœurs écoutent leur conversation de loin et sont surprises de voir Kazuki proposer un rendez-vous au garçon. Quant à Miwa, elle se demande si YQU a vraiment envie de sortir avec Kazuki, et la voyant s'y attarder, Nico suggère qu'ils retournent dans leur chambre. De retour auprès de YQU, il lui dit ne pas comprendre les raisons de sa rencontre. Kazuki explique qu'elle a passé sa vie à jouer des rôles masculins et que, de ce fait, elle rencontre des difficultés pour la prochaine audition, qui est celle d'une héroïne. En entendant cela, YQU comprend enfin son plan. Kazuki veut sortir avec lui pour mieux se connecter avec l'héroïne. Il lui propose de l'aider, mais Kazuki lui demande de ne rien dire aux deux autres sœurs de leur rendez-vous ce week-end-là. Il promet alors de faire ce qu'elle lui demande, puis suggère qu'il rende le rendez-vous aussi réel que possible afin qu'elle puisse mieux s'identifier à l'héroïne. À un autre moment, Nico va voir YQU et lui demande s'il fera quelque chose ce dimanche-là, et il répond non, car il restera à la maison et les soutiendra comme toujours. À cette réponse, Nico comprend immédiatement que le garçon ment sans relâche. Et parce qu'il doit recourir au mensonge, Nico est persuadé que Kazuki et lui feront quelque chose de très mal lors de ce rendez-vous. Quant à Miwa, elle se souvient d'être allée à la porte de la chambre de Kazuki pour écouter sa conversation. YQU lui avait promis un rendez-vous galant, ce qui l'intriguait encore plus. Et alors qu'elle s'asseyait pour dîner, YQU remarqua Nico et Miwa avec un regard étrange, et se demanda pourquoi l'ambiance était si tendue. Mais dès qu'elles remarquèrent le regard du garçon vers Kazuki, comme s'il parlait du rendez-vous qu'elles
qu'elles avaient le lendemain, l'irritation des sœurs s'accrut encore davantage. YU ne les comprend toujours pas, déduisant qu'ils ont un match important le lendemain, ce qui explique leur comportement étrange. Le jour du rendez-vous, YU se rend à l'endroit convenu. Miwa et Nico, quant à eux, le suivent sans qu'ils ne remarquent leur présence. En prêtant plus d'attention au garçon, Nico remarque qu'il est plus joyeux que d'habitude, même s'il ne rencontre que Kazuki. Après quelques minutes d'attente, YU est surpris par Kazuki, qui arrive tout habillé pour le rendez-vous. À ce moment-là, elle commence à parler à YU d'une manière très masculine, puis se corrige, prenant une voix plus aiguë et plus soumise. De plus, elle décide de l'appeler par son nom au lieu de « nouveau ». Ils se promènent alors en ville à la recherche d'un événement auquel assister ensemble, et YU décide de l'emmener à l'aquarium. Pendant ce temps, Nico observe Kazuki de loin, se demandant comment elle est passée du statut de prince charmant à celui de jolie fille. Soudain, voyant un escalier à proximité, Kazuki prend un ton plus masculin et conseille à YU de faire attention aux marches en descendant. YU la corrige, lui disant qu'elle devrait plutôt lui tenir la main pour qu'il puisse l'aider à descendre. Poursuivant la visite, ils arrivent à l'aquarium. Kazuki tente d'imiter la réaction d'une jolie fille à la vue des animaux, mais elle se demande encore si sa performance est suffisamment convaincante. Et quant à YU, il remarque qu'elle est très inquiète à propos de sa performance, et lui suggère d'oublier un instant et de se concentrer sur le plaisir. Mais soudain, les dauphins sautent dans l'eau, laissant YU vulnérable. Cependant, Kazuki parvient à s'immiscer juste à temps pour que le garçon soit mouillé. Et bien qu'elle parvienne à l'aider, YU lui dit qu'elle a encore fait une erreur, car ce n'est certainement pas l'attitude attendue d'une fille mignonne. Et à mesure que le rendez-vous avance, Miwa réalise qu'il est un raté total, ce qui la soulage un peu plus. Soudain, YU ressent une envie pressante d'aller aux toilettes, puis s'éloigne de Kazuki. Elle prend le temps de réfléchir à sa piètre performance de la journée, se disant qu'elle est tout aussi ratée que YU. Elle se souvient aussi de l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il a appris qu'il sortait avec elle, et elle craint qu'il soit déçu. Soudain, au milieu de ses pensées, Kazuki est interrompu par un recruteur d'agence de mannequins, le garçon, en fait, qui essaie d'obtenir sa carte d'agence pour elle. Cependant, Kazuki refuse son offre. Le garçon insiste, affirmant qu'elle est un véritable diamant brut, si belle qu'il se laisse repousser et tente de la tirer par le bras. Mais à ce moment précis, YU revient de la salle de bain et lui donne une tape sur le bras, lui demandant s'il peut l'aider. Le garçon commence alors à mépriser YU, persuadé qu'il devrait simplement être le petit frère de Kazuki. Voyant que le recruteur ne comprend pas, YU explique qu'il a un rendez-vous avec Kazuki. Il lui tourne alors le dos pour partir, et lui dit que Kazuki sait déjà ce qu'elle veut faire, et qu'elle n'a donc pas besoin de rejoindre une agence de mannequins. En entendant cela, le recruteur insiste pour leur parler, et lui demande ce qu'elle veut faire exactement. YU ne sait pas quoi dire, n'ayant pas encore élaboré de scénario aussi complexe. Il invente alors une excuse sur le champ. Kazuki veut devenir artiste. L'éclaireur profite de l'occasion et affirme que son agence est idéale pour les artistes en herbe, compte tenu de sa notoriété. Tandis que YU tente de l'éloigner d'eux, Kazuki observe de loin et remarque que YU est vraiment incapable de trouver des excuses. Elle le supplie donc de se taire. Cependant, YU décide de jouer sa dernière carte et dit à l'éclaireur qu'il ne peut pas être avec Kazuki, car il compte l'épouser. En entendant cela, l'éclaireur ne le prend pas trop au sérieux, mais décide finalement de les laisser tranquilles. Miwa et Nico, quant à elles, commencent à s'inquiéter du déroulement du rendez-vous, car tout se passe si bien, contrairement à ce qu'elles espéraient. Et tandis que YU se promène dans les boutiques avec Kazuki, on le prend constamment pour son petit frère. Alors, pour inverser cette idée reçue, YU entrelace ses doigts avec ceux de Kazuki, renforçant ainsi l'impression de couple. En route pour le cinéma, YU décide de regarder un film romantique avec elle. Mais en voyant le film qu'il a choisi, Kazuki s'en souvient immédiatement. Après tout, c'était le premier film dans lequel son Sanpei jouait. Et même si cela fait plus d'1 an, Kazuki dit qu'il n'a jamais pu le voir, car il avait peur de voir la performance de son ami. Quant à YU, il dit qu'elle pourrait bénéficier de connaître l'actrice et être encore plus inspirée par son audition. Mais dès qu'il commence à regarder le film, Kazuki elle remarque que sa Sanpei conserve ses mêmes habitudes d'actrice. Habituée à ne jouer que des méchantes, Kazuki remarque qu'elle n'est pas très performante en héroïne. À la fin du film, Kazuki entend des commentaires désapprouvant le film précisément à cause de la performance de sa Sanpei. En entendant cela, la peur de l'échec augmente encore. YU remarque alors le regard tendu de Kazuki et commence à s'en vouloir. Après tout, sa Sanpei n'a fait qu'accroître l'inquiétude de Kazuki quant à sa performance. Pour tenter d'arranger les choses, YU décide de l'emmener à sa destination finale, une grande roue. Bien que Kazuki ne soit pas d'humeur, elle ravale ses sentiments négatifs et monte à bord avec lui. Pendant ce temps, Miwa observe le prochain mouvement de YU et le critique. Après tout, la grande roue est tout simplement l'un des clichés les plus marquants des rendez-vous galants. Pourtant, soudain, deux hommes passent près des sœurs et évoquent une rumeur à propos de la grande roue. Celle qui déclare son amour à la personne sur cette grande roue la conquiert à jamais. En entendant cette superstition absurde, Kazuki avoue n'en avoir jamais entendu parler. En montant dans la grande roue, elle réalise que YU prend leur rencontre très au sérieux. Même s'il a promis de l'aider, Kazuki a l'impression d'aller un peu trop loin avec cette histoire. En repensant à sa carrière d'actrice,
Kazuki se souvient qu'au début, elle jouait par passion. Mais petit à petit, le métier d'actrice est devenu une source de pression, les attentes étant élevées pour chaque nouvelle pièce qu'elle jouait. Soudain, un rôle féminin s'est présenté à elle. Comme Kazuki ne peut plus échouer dans aucune pièce, cela la met sous une pression extrême. Sentant qu'elle ne peut pas tenir le rôle de l'héroïne, Kazuki en déduit que la meilleure option serait d'abandonner l'audition plutôt que de risquer l'échec. Soudain, elle remarque que YU tremble constamment et découvre qu'il a le vertige, ce qui, pour elle, le transforme à nouveau en échec. Elle commence à l'envier d'être toujours capable de gérer ses échecs, contrairement à elle. Cependant, YU lui rappelle qu'il est déjà habitué à l'échec, donc ce n'est pas un problème pour lui. De plus, YU lui fait comprendre que l'échec est aussi important, car beaucoup apprennent à aimer les imperfections des autres. Mais en entendant cela, Kazuki dit que ce n'est qu'un prétexte pour apaiser les incompétents. Et voilà, en quittant la grande roue, YU parle de l'audition à Kazuki et lui dit que si elle finit par se figer, il lui suffit de se souvenir de leur rendez-vous. Cependant, elle s'irrite et lui fait comprendre qu'elle ne dépendra pas de lui, même pendant l'audition. Pendant ce temps, Miwa et Nico continuent d'observer leurs moindres faits et gestes. Miwa remarque que Kazuki s'attache de plus en plus au garçon, jusqu'à ce qu'elle se rapproche soudain du sien, révélant que leur baiser accidentel était son premier. Sur ce, elle retire sa perruque et recommence à se comporter comme le prince. Après tout, leur rendez-vous s'arrête là. Et alors qu'il marche vers l'école, YU corrige Nico apprend la leçon, lui disant qu'elle a fait une faute d'orthographe. Mais en s'approchant, Nico se plaint, se disant trop près, au point de l'irriter. Soudain, un homme les dépasse à toute vitesse, puis une femme hurle à tout le monde qu'elle vient d'être cambriolée. Voyant ce qui se passe, YU devient furieux et se met à courir après le voleur, lui ordonnant de revenir. Mais voyant la lenteur du garçon, le voleur se met à rire de la situation, distrait. Nico parvient à le rattraper, mais il bloque un de ses coups, démontrant ainsi ses compétences de base en arts martiaux. Elle réalise alors que l'homme n'est pas en reste. YU commence à s'inquiéter en voyant Nico affronter un homme bien plus fort qu'elle. Cependant, Kazuki assure à YU qu'elle peut être rassurée. Après tout, la femme qui fait face à l'homme est leur sœur, une excellente combattante. À la fin du combat, Nico assomme l'homme d'un coup de pied au visage et récupère le sac à main volé à la victime. Pendant ce temps, un groupe de passants filme toute la scène et vante les talents de Nico, qu'ils connaissent déjà comme karatéka. Une fois le tournage terminé, le groupe se dirige vers la femme victime du vol et lui propose son aide. YU, quant à lui, voit un filet de sang couler sur la main de Nico et se met à chercher un bandage dans son sac. Mais en entendant cela, Nico lui dit qu'il exagère, car contrairement à ce qu'il imagine, c'est une combattante très entraînée, et cette simple égratignure à la main ne suffit pas à la faire tomber. Mais même si ce n'est qu'une égratignure, YU dit que ça fait mal. Il lui rappelle aussi que les personnes fortes comme elle ressentent aussi la peur. Nico le traite d'idiot et lui dit qu'elle n'aime pas qu'on la dorlote. Pendant ce temps, le voyou remarque YU occupé à discuter avec Nico et saisit l'occasion pour s'enfuir de la scène de crime. Mais juste devant, il croise un groupe d'hommes et se met à leur crier dessus, leur ordonnant de lui laisser la place. Mais au lieu de cela, l'un des hommes le repousse d'un coup de pied, le mettant KO instantanément. Ceux qui l'entourent reconnaissent le garçon, Hayato Tatsumi, un prodige du karaté, élève du lycée d'Iwayama. Pendant ce temps, YU remarque qu'en plus d'être très fort, le garçon est aussi beau, ce qui lui donne encore plus de chance. Quant à Kazuki, elle se souvient que le garçon venait souvent chez elle, ce qui le rend déjà très proche. Nico, à son tour, est le premier à engager la conversation avec le garçon et lui demande ce qu'il fait là. Voyant que le garçon et ses sœurs s'appellent par leur prénom, YU réalise qu'ils sont plus proches qu'il ne l'imaginait. Tatsumi, quant à lui, affirme être venu spécialement pour voir Nico. En arrivant au dojo, Nico découvre que l'école de Tatsumi s'entraînera avec l'équipe Seka pendant une semaine. Soudain, l'un des combattants remarque YU et tente de le repousser, prétextant qu'il ne fait pas partie de l'équipe. Cependant, YU reste sur place, désireux d'en savoir plus sur ce que Tatsumi voulait dire lorsqu'il a dit être là pour voir Nico. Alors qu'il observe le combat de plus près, YU remarque que Nico semble éprouver un profond respect pour son sanpé, ce qui signifie qu'il doit être très difficile à vaincre. Cependant, l'un des combattants présents affirme que ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle le respecte autant. De plus, ils ont tous deux commencé au même moment. Soudain, Nico s'approche de Tatsumi et leur propose de se battre comme au bon vieux temps. Entendant cela, il refuse, prétextant qu'il serait injuste de se battre contre une fille à ce stade de sa performance. Cependant, Nico insiste et Tatsumi lui offre le combat qu'elle souhaite, mais la bête d'un seul coup. Quant aux autres combattants, ils sont choqués de voir Nico perdre un match, surtout si facilement. Et même s'il est bien plus puissant, Nico demande à le combattre à nouveau. Mais la voyant sur le point de tout gâcher, YU intervient et leur ordonne d'arrêter. Quant à Tatsumi, YU lui conseille d'y aller plus doucement avec son kouet. À un autre moment, Nico confie à YU qu'il aurait dû être moins dur avec Tatsumi. Après tout, elle le considère comme son héros. Cela dit, elle lui raconte sa première visite à son dojo. En effet, Nico y est arrivé en battant tous les garçons plus âgés. Et comme prévu, beaucoup de ces garçons étaient furieux d'avoir perdu contre une petite fille plus jeune. Elle s'est donc retrouvée coincée par tous, qui l'ont encerclée pour tenter de la vaincre. Cependant, Tatsumi est apparu juste à temps, prêt à la sauver, et depuis, il est devenu sa source de force. En entendant
entendant tout cela, YQU est stupéfait, car il avait toujours imaginé Nico comme une personne indépendante. Voir qu'elle s'inspire elle aussi de quelqu'un est donc quelque chose de nouveau pour lui. Quant à Tatsumi, il dit avoir étudié attentivement les techniques de Nico et avoir décidé de les intégrer à son école avec Nico. En entendant cela, l'un des combattants lui rappelle que son école est exclusivement masculine et qu'ils ne pourront donc probablement pas emmener Nico avec eux. Cependant, Tatsumi explique que son école est récemment devenue mixte. Et puisque Nico veut devenir plus forte, elle devrait aller dans son école, car s'entraîner avec des personnes plus faibles ne la mènera nulle part. En entendant cela, toute l'équipe qui accompagnait Nico commence à se sentir coupable, pensant qu'il ne faisait que la gêner depuis le début, puisqu'il ne lui proposait aucun défi. Nico, quant à elle, conseille à Tatsumi d'arrêter de dénigrer ses coéquipiers et affirme que les entraîner l'aide aussi à rester en forme. Cependant, toute l'équipe partage l'avis de Tatsumi et lui conseille de passer à autre chose et de s'entraîner avec des personnes plus à même de la soutenir. Voyant que son équipe soutient l'idée de Tatsumi, Nico accepte sa proposition d'intégrer la nouvelle école. À la tombée de la nuit, YQU court vers elle et ils rentrent ensemble. En chemin, il évoque l'offre de Tatsumi, qui semble toujours impressionné. Cependant, Nico lui demande de ne plus en parler, du moins pour l'instant. Mais malgré ces questions, YQU continue d'en parler, affirmant que le manque d'intérêt de Tatsumi pour ce que Nico en pensait le dérangeait. Cependant, Nico répond que ses sentiments importent peu. Après tout, être convoqué par Tatsumi est un honneur que tout le monde aimerait. De plus, l'école Iwayama est l'endroit idéal pour elle, car elle lui fournira tout ce dont elle a besoin. Mais lorsqu'YQU remarque que l'école ressemble davantage à un internat, elle commence à se sentir triste. Quant à Nico, elle dit qu'elle aurait accepté la proposition de Tatsumi immédiatement. Mais maintenant qu'elle apprécie sa vie de famille, Nico est un peu réticente à accepter sa proposition. Dans ce message, Nico dit à YQU qu'il a l'intention de rester à ses côtés. Et soudain, ses collègues du dojo arrivent sur place et disent il en va de même pour Nico. Tout le monde veut rester près d'elle, même si elle va dans une autre école. Mais aussitôt après avoir dit cela, tout le monde se précipite. YQU est impressionné par l'affection que les amis de Nico lui portent. Cela dit, YQU décide de laisser tomber et de retrousser ses manches pour préparer le dîner. Et pendant le repas, les sœurs commencent à mieux traiter Nico, comme si elles voulaient lui donner plus de raisons de rester à la maison et d'oublier l'internat. Après le dîner, Nico fait un commentaire à YQU sur le comportement de ses sœurs, leur disant qu'elles se comportaient bizarrement, car elles étaient plus gentilles que d'habitude. YQU lui explique que tout le monde à l'école est au courant du recrutement de Nico, et que ses sœurs font donc tout leur possible pour la garder à la maison. Le lendemain, Nico va voir Tatsumi pour lui parler de sa proposition de recrutement, et lui dit immédiatement qu'elle n'acceptera pas. En entendant cela, Tatsumi est irrité par sa décision, et lui dit que son école est bien meilleure que celle de Seka. De plus, il lui rappelle qu'il sera son entraîneur. Tatsumi lui demande alors d'arrêter de se comporter comme si elle manquait d'ambition. En entendant cela, Nico affirme que sa proposition n'est pas sa seule option pour devenir plus forte. La voyant agir bizarrement, Tatsumi lui dit que ce n'est pas le Nico qu'il connaît, puis lui demande ce qui la pousse à refuser son offre. À cette question, Nico se souvient instantanément de sa famille. Soudain, YQU intervient, affirmant avoir entendu tout ce qu'elle vient de dire à Tatsumi. Il explique ensuite à Tatsumi que, logiquement, il ne voit aucun inconvénient à ce que Nico reste à Seka si elle peut s'entraîner avec quelqu'un d'assez fort. Tatsumi répond alors à YQU qu'il a raison, car il souhaite simplement que Nico ait accès à des personnes plus fortes. Cependant, il affirme que ce n'est pas le cas avec Seka, car il n'y a personne ici capable de lui tenir tête. YQU le défie en combat, promettant de le vaincre, ce qui permet à Tatsumi de constater qu'il y a bel et bien une personne très forte dans ce dojo. Voyant cela, Nico tente d'empêcher YQU de continuer, mais Tatsumi accepte le défi et propose qu'ils se battent le dernier jour de l'entraînement commun. De retour chez lui, il commence l'entraînement avec enthousiasme, promettant à Nico qu'il ne se laissera pas abattre par l'énorme différence de niveau entre lui et Tatsumi, car il souhaite rester à ses côtés, elle et ses sœurs. Il lui demande ensuite pourquoi elle refuse d'aller à la nouvelle école. Nico avoue qu'elle souhaite rester aux côtés de ses coéquipières, mais qu'elle apprécie aussi d'être dans cette maison pour entendre YQU l'accueillir à son retour. Après avoir dit tout cela, Nico rougit et déclare qu'elle ne répétera plus jamais de telles choses. Soudain, Kazuki et Miwa débarquent dans la pièce en entendant les paroles de Nico. Cependant, Kazuki dissimule ses sentiments en disant qu'il est là pour les aider à s'entraîner. Voyant qu'il recevra plus de soutien que prévu, YQU promet de faire de son mieux. Mais peu après avoir couru 10 km, YQU sent ses jambes lourdes et s'étonne de voir que Nico a encore toute son énergie. Le voyant dans cet état, elle lui dit que s'il continue ainsi, il ne gagnera pas le combat. Cependant, YQU affirme avoir déjà tout prévu. Dans ce cas précis, il a défié Tatsumi de le combattre sans utiliser sa main et son pied dominant. Face à cela, Nico décide de donner à YQU un entraînement spécial, se concentrant uniquement sur l'essentiel dans ce contexte.
Lorsqu'ils arrivent à la maison, Nico et Yu sont choqués quand elles voient les sœurs déguisées en domestiques. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Kazuki lui rappelle qu'elle avait déjà promis de soutenir Nico. Alors elle a décidé d'enfiler un tablier et de faire tout ce que Yu fait déjà, juste pour lui faciliter la vie. En entendant cela, YU est heureuse de voir le dévouement des filles. Après tout, elles étaient nulles en ménage à son arrivée chez les Mikadono. Mais en essayant de préparer le dîner, elles mettent le bazar dans la cuisine et servent à Nico un plat complètement brûlé. Voyant que les filles étaient déçues par le résultat, YU propose de leur apprendre à cuisiner. Cependant, Kazuki lui dit qu'il n'est pas digne de lui apprendre quoi que ce soit, alors elle lui conseille de se mettre à sa place. YU insiste, prétextant qu'il ne veut pas la voir se battre pour rien. Après discussion, Kazuki change d'avis et le laisse lui apprendre. Au cours du processus, YU remarque que Kazuki a mémorisé la recette plus facilement, car elle a déjà l'habitude de mémoriser de nombreux scénarios pour ses pièces. En voyant le résultat final, Nico réalise qu'elles ont préparé son plat préféré et regrette de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Après tout, l'autre plat était méconnaissable. Kazuki lui demande alors de le manger avant qu'il ne refroidisse. YU, quant à lui, tente de tenir la cuillère pour goûter le plat préparé par les filles, mais sa main finit par céder sous l'entraînement intensif de YU ce jour-là. Voyant cela, Miwa propose de le nourrir. Même si elle s'y refuse d'abord, YU comprend que son état n'est pas idéal et finit par céder. Quant aux autres filles, elles se sentent abandonnées, alors Kazuki lui donne aussi la sienne. Habitué à recevoir, Kazuki réalise qu'aider les autres peut aussi être très agréable. Quelques jours plus tard, Nico remarque que ses sœurs conservent cette attitude de servante, les aidant, elle et YU, dans tout ce dont elles ont besoin. Constatant que YU s'est déjà beaucoup entraîné, Nico suggère qu'elles arrêtent là. Mais en entendant cela, YU estime qu'elle ne s'est pas encore suffisamment entraînée et leur demande de continuer. À 2 jours du combat, Tatsumi réfléchit au rejet de Nico lorsqu'il l'a invité à son école. Soudain, il croise Nico et en profite pour lui dire en face qu'elle s'affaiblit avec le temps. Entendant cela, Nico s'excuse de l'avoir contrarié et promet de s'entraîner plus dur pour répondre à ses attentes. Cependant, Tatsumi affirme qu'il ne parle pas de karaté en soi, mais de son esprit. Après tout, Nico compte sur la force de quelqu'un d'autre pour prendre ses décisions, ce qu'il trouve pathétique. Cela dit, il passe à autre chose. Mais avant cela, Tatsumi lui fait comprendre qu'il vaincra YU dans 2 jours, afin qu'elle puisse aller à son école et commencer à s'entraîner pour de bon. Plus tard dans la soirée, Nico retourne entraîner YU et remarque que le garçon commence enfin à frapper plus fort. Alors elle le félicite. Mais peu après, Nico se souvient que Tatsumi lui a dit qu'elle s'appuyait sur son dos, et elle s'excuse auprès de YU, affirmant que c'est elle qui devrait devenir plus forte, pas lui. Elle explique ensuite que tout le monde autour d'elle s'attendait à ce qu'elle soit plus forte. Après tout, la force est votre plus grand talent, et c'est pourquoi tout le monde la voyait comme quelqu'un en qui ils pouvaient placer tous leurs espoirs. Et même si elle veut être forte, Nico prétend que ce n'est pas tout ce qu'elle désire vraiment. Mais parce qu'elle a toujours été poussée à cela, Nico est devenue trop indécise pour choisir la voie à suivre. Et parce qu'on lui a toujours dit qu'elle ne devait pas être féminine, Nico a commencé à se le dire aussi. Et puis, revenons au présent, Nico s'excuse auprès de YU de l'avoir impliqué dans ses problèmes. Mais en entendant cela, il lui rappelle que c'est lui qui a provoqué Tatsumi au combat, donc c'est YU lui-même qui s'en est mêlé. De plus, il dit qu'elle agit souvent de manière inhabituelle, mais qu'elle ne s'en rend pas compte. Après tout, en arrivant chez les Mikadono, il a vu une Nico bien plus effrayante que celle qu'elle est maintenant. Petit à petit, elle s'est révélée être une personne bien élevée et organisée. De plus, elle manifestait une certaine curiosité pour tout ce qui touche à la beauté, ce qu'elle n'avait pas initialement manifesté. Lorsqu'il lui avait parlé de plusieurs choses embarrassantes qu'elle avait commencé à faire, Nico lui avait demandé d'arrêter, affirmant qu'elle ne lui avait jamais demandé de la surveiller d'aussi près. En entendant cela, YU s'était excusé de lui avoir prêté attention, mais avait ajouté que ces choses avaient naturellement attiré son attention, car voir une fille forte comme elle montrait ce côté plus fragile le surprenait. Nico, gêné, avait alors déclaré qu'il venait de décrire un côté étrange d'elle. Cependant, YU affirme que ce sont ces choses qui font de Nico ce qu'elle est. Après tout, il n'existe pas de personnalité unique qu'elle devrait avoir. Pour lui, elle peut être vulnérable par moments et forte par d'autres, car c'est cette dualité qui fait d'elle ce qu'elle est. En entendant tout cela, Nico éclate de honte et frappe YU au visage. Ce faisant, Nico dit qu'elle veut être suffisamment indépendante pour prendre ses propres décisions dans la vie, mais en même temps, elle veut pouvoir compter sur YU pour tout ce dont elle a besoin. Réalisant cette apparente contradiction, Nico prétend être très confuse quant à ses intentions. YU, quant à lui, s'approche d'elle et lui propose de combattre Tatsumi, afin qu'elle n'ait pas l'impression qu'il a sauvé sans rien faire. Mais à sa suggestion, Nico s'y oppose aussitôt, affirmant que ce serait très injuste envers Tatsumi. Le lendemain, le combat entre YU et Tatsumi a enfin lieu. Voyant Nico aux côtés de YU,
Les combattants sont perplexes, pensant que le garçon combattrait seul. Tatsumi, quant à lui, commence à en avoir assez de la facilité avec laquelle il laisse YQU se battre. Cependant, le garçon dit qu'il veut en fait que Tatsumi les laisse le combattre séparément, car si Nico le bête à son tour, elle n'aura pas besoin d'aller à l'école de Tatsumi, car elle aura prouvé qu'elle est déjà assez forte. En entendant cela, Tatsumi est légèrement déçu par la nouvelle règle instaurée par Yu à la dernière minute pour le combat, mais accepte quand même. Quant à Nico, elle comprend le point de vue de Tatsumi et dit que YQU passe vraiment pour un méchant, qui n'hésite pas à exploiter son ennemi si cela lui profite. En entendant cela, Yu dit qu'il ne voit aucun problème à être le méchant, car son seul but est de protéger Nico, même s'il doit se corrompre dans le processus. Cela dit, Yu accepte de commencer le combat en premier, promettant de blesser Tatsumi suffisamment pour donner l'avantage à Nico. Nico se rapproche alors de Yu et lui demande de ne pas avoir peur pendant le combat. Avant le début du combat, Tatsumi le traite de lâche et promet d'emmener Nico avec lui à son école. Entendant cette insulte, Yu lui dit qu'il peut l'appeler comme il veut. Après tout, il va montrer à Tatsumi les résultats d'une semaine d'entraînement intense. Mais quelques secondes après le début du combat, Yu est projeté au sol, déjà KO. Il va voir Nico et s'excuse d'avoir perdu si embarrassamment. Cependant, Nico lui dit qu'il a eu raison de lui demander d'affronter Tatsumi. Après tout, cela leur donnerait une chance supplémentaire. Sur ce, elle promet de trouver un moyen de les sortir de ce pétrin. Et avant le début du combat, Nico estime qu'il serait injuste de blâmer Yu pour cette défaite. Après tout, le garçon ne s'est entraîné qu'une semaine pour affronter le meilleur karatéka. Elle est déterminée à gagner ce combat à tout prix pour pouvoir continuer à être avec ses amis et ses sœurs. Soudain, Yu crie au loin, annonçant qu'il l'attend. En entendant sa voix, Nico se sent encore plus confiante face à Tatsumi et s'avance vers lui, l'air déterminé. Au début du combat, Nico se souvient que Tatsumi est spécialisé dans les coups de pied à longue distance. Elle commence donc à réduire la distance qui les sépare pour éviter qu'il ne les porte, puis enchaîne les coups de poing sur Tatsumi. Ce faisant, les amis de Nico la remarquent en train de mettre son adversaire sur la défensive, car personne, pas même Tatsumi, ne peut égaler sa vitesse. Et en plein combat, Nico remarque que Tatsumi, étrangement, ne cherche pas à l'attaquer. Et après réflexion, elle y voit une sorte de déclaration selon laquelle il connaît déjà tous les coups qu'elle utilisera, car il peut se défendre contre tous. Soudain, Tatsumi attend le bon moment et parvient à la frapper d'un coup de poing dans le ventre. Ce faisant, Tatsumi lui rappelle qu'il observe depuis leur enfance et que, bien qu'il reconnaisse sa vitesse impressionnante, il parvient toujours à bloquer toutes les attaques, la connaissant si bien. Sur ce, il l'attaque à nouveau, puis lui demande d'abandonner le combat et de l'accompagner à son école. Après tout, il ne supporte pas de la voir si faible. En entendant cela, Nico, malgré son mécontentement, admet qu'il a raison. Après tout, elle se comporte comme une vraie perdante. Alors elle comprend que pour devenir plus forte, elle doit absolument aller à l'école de Tatsumi. Mais la voyant céder peu à peu, Yu se met à l'acclamer comme une pom-pom girl, souhaitant bonne chance à Nico. Mais au lieu de considérer cela comme un encouragement, Nico commence à se sentir gênée. Cependant, elle se souvient que le garçon a toujours agi comme ça à l'entraînement. Nico se met à rire intérieurement, mais remarque bientôt qu'elle a l'air encore plus faible. Et puis, elle redevient sérieuse. Cependant, il se souvient de ce que Yu lui avait dit à propos de sa dualité. Nico est parfois vulnérable, mais parfois très forte. Du coup, elle commence à changer de style de combat, surprenant Tatsumi. Et lorsqu'il remarque qu'elle n'agit plus comme avant, Tatsumi reçoit un coup de pied inattendu en plein visage. En appliquant plusieurs coups aléatoires et variés, Nico parvient à frapper Tatsumi d'une série d'attaques. Il lui demande alors ce qui ne va pas, car ses coups ne semblent pas être ceux qu'elle utiliserait. Mais en entendant cela, Nico répond que cette version d'elle-même a toujours existé, mais que Tatsumi ne l'a jamais rencontré. Sur ce, Nico lance l'attaque finale, vainquant Tatsumi à la surprise générale d'un coup de pied retourné. Et au lieu de se réjouir d'avoir vaincu la meilleure karatéka qu'elle connaissait, Nico est soulagée de savoir qu'elle n'aura pas à rester loin de Yu et des autres. Et en la voyant pleurer, les garçons sont surpris de découvrir une version de Nico qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Lors de notre rencontre avec Tatsumi plus tard après l'avoir vaincu, Nico s'excuse auprès de lui, reconnaissant qu'il ne pensait qu'à son bien-être en proposant de l'emmener à son école. Tatsumi, quant à lui sourit et lui dit qu'il a perdu le match et qu'il n'a donc plus à se soucier d'emmener Nico à son école pour s'entraîner. En entendant cela, Nico est légèrement gênée et répond qu'elle n'a pas vaincu Tatsumi avec l'aide de YQU, au cas où il se poserait la question. Après tout, elle lui assure qu'elle ne dépend de personne pour quoi que ce soit. Cependant, la voyant rejeter complètement l'aide du garçon, Tatsumi affirme que YQU doit avoir du mérite, au moins d'une certaine manière. Cela dit, Tatsumi soulève son pantalon pour montrer la blessure que YQU lui a infligée à la jambe, et explique que, grâce à ses blessures, il n'a pas pu esquiver l'attaque finale de Nico, ce qui l'a aidé à le vaincre beaucoup plus facilement. De plus, Tatsumi lui rappelle que YQU a tout fait pour garder ses amis, ce qui prouve qu'il apprécie vraiment Nico. Mais en entendant cela, Nico tente de changer de sujet, affirmant que YQU n'est très déterminé que lorsqu'il a un objectif, ce qui ne signifie donc pas qu'il a fait tout cela pour elle. Quant à Tatsumi, même s'il sait que Nico est assez forte pour le vaincre, il se dit
déçu du résultat. Après tout, il avait prévu de la rendre plus forte à ses côtés. Cela dit, Tatsumi avoue avoir agi principalement par égoïsme, voulant à nouveau Nico à ses côtés. Après tout, il avoue qu'il l'apprécie vraiment. Et dès qu'elle l'entend évoluer vers ce côté plus romantique, Nico change de sujet, affirmant qu'elle l'apprécie aussi, mais seulement en tant qu'ami. À ce stade, Tatsumi décide d'être encore plus direct, affirmant qu'il vient de lui avouer ses sentiments. Après tout, s'il voulait s'entraîner avec Nico, c'est aussi parce qu'il l'aime depuis le jour de leur rencontre. Mais quand il voit qu'elle apprécie vraiment YQ, Tatsumi lui tourne le dos et lui dit qu'il la verra à leur prochaine compétition. Pendant ce temps, Nico reste en arrière, se demandant si elle aime vraiment YQ, comme le dit Tatsumi. À la nuit tombée, Nico rentre seule chez elle, se plaignant des trois autres, qui, soit dit en passant, sont rentrés sans elle. Mais malgré ses plaintes, Nico avoue qu'elle a très hâte de rentrer et d'être avec elle. Et dès qu'elle ouvre la porte, Nico trouve une fête d'anniversaire pour elle, préparée par YQ et les autres filles. Elle est confuse, et YQ lui dit alors qu'elle a organisé la fête pour fêter le séjour de Nico. De son côté, Nico remarque que le garçon cuisine malgré sa main blessée et lui demande d'y aller doucement pour ne pas se blesser davantage. Cependant, YQ lui dit qu'il n'a pas été très utile pendant le combat, alors il estime qu'il devrait au moins se rattraper en lui préparant à dîner. Malgré cela, Nico lui demande s'il a besoin d'aide. Après tout, même s'il ne pense pas l'avoir aidé du tout, YQ a tout donné et mérite donc qu'elle en fasse autant pour lui. Elle lui répond alors qu'elle fera tout ce qu'il veut. YQ la regarde alors d'un air malicieux et lui demande si elle est vraiment prête à faire tout ce qu'il veut. En entendant cela, Nico rougit et imagine YQ la draguer, l'embrasser. Puis, elle répète sa phrase, affirmant qu'il ne peut rien demander. Après tout, il devrait avoir des limites à ses demandes. Mais la voyant reculer, YQ se rapproche d'elle et lui dit que Nico elle-même avait déjà dit qu'il pouvait tout demander. Devant cette scène, Miwa et Kazuki sont stupéfaits et réalisent qu'ils ne peuvent pas les laisser seuls. Cependant, YQ se brise complètement cette image de scélérat et demande simplement à aller dans un parc d'attractions avec eux. À cette demande simpliste, Nico demande si c'est vraiment ce qu'il veut. YQ répond par l'affirmative, révélant qu'il n'est jamais allé dans un parc d'attractions et qu'il considère donc cela comme un rêve inassouvi. Les filles, quant à elles, s'imaginent dans un parc d'attractions avec un garçon, constatant que cela ressemble plus à une rencontre amoureuse qu'autre chose. Soudain, au milieu de leur conversation, le père des filles appelle Nico, mais YQ répond. Le garçon gronde Mikado, lui disant que ses filles ont besoin d'une pause. Même s'ils réussissent bien, s'ils s'épuisent, leur performance sera compromise. Cela dit, YQ se souvient de la colère de Mikadono envers lui pour avoir emmené les filles au festival. Cependant, YQ lui fait comprendre que cette fois, il est plus qu'essentiel que les filles prennent un peu de repos. Après avoir écouté le garçon, Mikadono lui demande de passer son téléphone à Nico. Dès qu'il commence à lui parler, Mikadono lui dit qu'il a entendu dire qu'elle avait battu Tatsumi, le meilleur karatéka junior. Et même si ce n'était pas un combat officiel, elle a quand même réussi à le vaincre, ce qui prouve que Nico n'a pas besoin d'aller à l'école de Tatsumi pour devenir plus fort. Cela dit, Mikadono conclut en la félicitant, affirmant que Nico a fait un excellent travail. YQ reste perplexe, car Mikadono se montre trop gentil, ce à quoi il n'est pas habitué. Kazuki explique alors que Nico a tout simplement dépassé ses attentes, et qu'il a donc décidé de rompre avec les conventions et de la féliciter un peu plus. Voyant que Nico obtient de bons résultats, Mikadono est convaincu que YQ fait du bon travail et les autorise à se reposer, comme le suggère le garçon, afin qu'ils puissent mieux se préparer aux nouveaux défis qui les attendent. Nico informe alors tout le monde que leurs parents leur ont enfin permis de faire une pause. Voyant qu'ils peuvent aller au parc d'attractions sans se soucier de leur père, YQ est encore plus enthousiaste à l'idée du voyage. Eh bien, le lendemain, les filles sont nerveuses à propos de leur rendez-vous, trouvant encore qu'un rendez-vous dans un parc d'attractions ressemble trop à un rendez-vous. Quand le rendez-vous arrive, Miwa couvre les yeux de YQ et lui fait cette blague classique, demander qui est derrière lui. Il répond que c'est Miwa, et elle commence à faire l'idiote, disant que c'est elle qui l'a trouvé en premier. De son côté, YQ complimente ses vêtements, disant qu'ils vont bien à Miwa. Mais soudain, les autres sœurs arrivent, et YQ se met à les complimenter une par une, les laissant toutes légèrement gênées. Et bien qu'elles soient timides en leur présence, chacune des trois sœurs avait élaboré un plan pour conquérir YQ. Une fois au parc, ils décident d'aller d'abord à l'attraction de la maison hantée. Pour faire écho à l'affiche, Kazuki leur conseille d'y aller par deux, afin de pouvoir jouer les jeunes filles effrayées en se jetant sur ses genoux. Mais une fois à l'intérieur, une actrice tente de l'effrayer en lui sautant dessus. Kazuki, quant à elle, n'a absolument pas peur et examine le maquillage de l'actrice. Elle remarque qu'il a été réalisé par un bon réalisateur de films d'horreur. Dès qu'elle remarque qu'elle perd la concentration, Kazuki tente de se rattraper en faisant semblant d'avoir peur. Mais en regardant autour d'elle, elle voit YQ toujours allongé par terre.
encore plus effrayé qu'elle. Et au lieu d'être la demoiselle jetée dans ses bras, c'est YU lui-même qui le fait, prétendant être terrifié par cette attraction du parc. Pendant ce temps, les autres sœurs attendent dehors leur retour et réalisent que Kazuki aura un avantage sur elle. Après tout, elle peut utiliser ses talents d'actrice pour jouer la demoiselle effrayée aux yeux de YU. Mais soudain, Kazuki revient de la maison hantée en portant YU sur son dos, qui, soit dit en passant, manque de s'évanouir de peur. Voyant l'échec de Kazuki, Miwa prend confiance, car elle aura l'occasion de ravir YU avec ses charmes irrésistibles. Miwa demande à faire un tour de montagne russe avec lui, mais elle lui fait comprendre qu'elle ne gère pas très bien les émotions fortes, alors elle demande à s'asseoir à côté de lui. Dès son entrée dans l'attraction, Miwa esquisse un sourire narquois, se disant intérieurement n'avoir aucun problème avec la hauteur ou la vitesse. En réalité, elle fait juste semblant de plaire à YU, lui donnant envie de protéger une jeune fille sans défense comme elle. Dès sa sortie, Miwa tente de mettre son plan à exécution, prétextant un fort vertige. Cependant, regardant devant elle, elle remarque que le garçon s'est évaporé sans laisser de traces. Elle regarde alors autour d'elle et remarque YU allongé sur un banc. Elle s'approche de lui et lui demande ce qui se passe. YU explique qu'il a toujours eu peur des attractions extrêmes comme les montagnes russes, alors il n'est monté à bord que parce que Miwa voulait l'accompagner. En entendant cela, Miwa pose la tête de YU sur ses genoux pour qu'il ne souffre pas de la douleur qu'il ressent en restant sur le banc. Pendant ce temps, les autres sœurs prennent du recul et constatent que Miwa a également échoué dans son plan pour conquérir YU. Nico leur dit de faire attention à elle, car c'est elle qui fera frissonner YU. Dans ce cas, elle l'invite aux tasses à thé tournantes, car pendant que les tasses tournent, elle en profitera pour se jeter sur YU, insinuant qu'elle a atterri accidentellement sur lui à cause du tremblement incontrôlable des tasses. Mais au final, elle échoue également dans son plan. À un autre moment, Kazuki tente de partager un verre avec YU, mais son visage étant trop proche du sien, elle abandonne. Et tandis qu'elle continue de tenter de conquérir YU, les sœurs échouent à chaque fois dans leur plan improvisé. Jusqu'à ce que soudain, YU remarque que le soleil se couche et annonce qu'il est presque l'heure de rentrer. Nico commence alors à repenser à la sortie proposée par YU, en déduisant qu'il cherchait juste une sortie en famille, et que le parc d'attractions, quant à lui, n'était qu'un prétexte pour ce rendez-vous. S'en rendant compte, Nico demande le téléphone de YU et prend un selfie avec tout le monde, pour immortaliser ce moment. Après cela, Nico dit qu'ils ont tous passé un super moment lors de ce rendez-vous, et lui ajoute que sans lui, il n'aurait probablement pas eu ce rendez-vous entre sœurs. En entendant tout cela, YU est légèrement gêné et cache son visage derrière son téléphone portable. Voyant à quel point il est gêné par un si petit geste, les sœurs réalisent qu'elles ont mal agi depuis le début, car un simple « merci » a suffi à le faire rougir. Quant à lui, YU se dit heureux d'avoir eu cette rencontre avec elle. Et le lendemain, Nick et Kazuki se sentent tout aussi rafraîchis, et en déduisent que le parc d'attractions Edol de la veille a contribué à ce bien-être soudain. Ils réalisent alors qu'il est vraiment important de prendre le temps de se reposer de temps en temps, comme Yu le leur avait dit. Soudain, se retrouvant seul chez lui, Yu décide de commencer à ranger, mais en regardant la table, il remarque que Miwa y a oublié son panier repas. Sur ce, il décide d'abandonner le ménage pour le moment. Il court donc apporter le panier repas de la fille, mais en chemin, Yu se perd et réalise que Miwa accorde une grande importance à ce jeu, puisqu'elle a même oublié sa nourriture. Soudain, Yu aperçoit une fille lisant un livre en marchant dans la rue, ce qui le surprend, car ce genre de scène ne se voit plus de nos jours. Mais en regardant la fille de plus près, Yu la voit commettre une série d'erreurs à cause de sa distraction avec le livre. Puis, il la voit se diriger vers un chantier. Il commence alors à gêner la jeune fille, l'empêchant de traverser une zone interdite. Dès que celle-ci le remarque, elle lui demande si elle peut l'aider. Il lui tend alors une prune, lui promettant de récupérer tous les minéraux perdus par la transpiration. Après cela, Yu lui dit au revoir et s'en va. La jeune fille est surprise d'avoir trouvé un garçon qui porte lui aussi des prunes à l'aveuglette. Après tout, elle le fait déjà elle-même. Continuant son chemin, Yu parvient à pénétrer dans le lieu du tournoi de Mewa. Il est bientôt enthousiasmé par cet endroit, car c'est la première fois qu'il assiste à des matchs de Shog en direct. En regardant autour de lui, il trouve enfin Mewa. Il est stupéfait de la voir jouer Shog, car elle est incroyablement belle lorsqu'elle est concentrée. Soudain, Yu se met à parler fort et demande si Mewa est en train de gagner. Le garçon à côté de lui est surpris par le volume soudain de sa voix dans la salle. Mais malgré cela, il répond à la question de Yu en affirmant que Mewa est bien la tenante du titre, ce qui fait d'elle une joueuse de haut niveau. Cependant, il affirme qu'à ce moment-là, il est indéniable que Mewa est sous pression. Après tout, son adversaire maîtrise parfaitement les attaques, mais comme c'est Mewa, il pense qu'il y a encore une chance de renverser la situation. Quant à Yu, il ne sait pas quoi faire, car il ne peut pas simplement s'immiscer dans le match pour lui apporter son déjeuner. Après tout, cela la déconcentrerait complètement. Soudain, le garçon à côté de Yu remarque Mewa en train de se lécher les lèvres et affirme qu'elle va gagner le match à coup sûr. En voyant cela, Yu dit au garçon que le match est toujours en cours. Par conséquent, ils ne peuvent rien confirmer
confirmé à l'avance. Cependant, le garçon dit qu'en se léchant les lèvres, Mewa est déjà sûr qu'elle va gagner, car c'est presque comme un signe de victoire qu'elle donne juste avant de gagner les matchs, et même avant la fin du match, l'adversaire de Mewa remarque qu'elle n'a plus aucune option, puis elle renonce à continuer à donner la victoire à la fille. Et en voyant que le jeu est terminé, Yu profite de ce moment pour aller livrer la boîte à lunch de Mewa, puis il en profite pour féliciter toute sa performance pendant le match. Cependant, Mewa est tout embarrassée et dit qu'elle n'aime pas être qualifiée d'incroyable, surtout avec toute cette intensité. Mais quand même, Yu dit qu'il a aimé le voir un professionnel jouant, et peut maintenant dire tout ce qu'il veut. Yu lui tend finalement sa boîte à lunch, puis décide de rentrer chez elle. Mais avant cela, Mewa lui demande de profiter du fait qu'il est là et de manger avec elle. Et soudain, cette même fille de tout à l'heure apparaît et prend la boîte à lunch de Mewa, disant que c'est à cause de ses aliments qu'il n'est pas en forme. Mais dès que Mewa et Yu s'assoient pour manger, la fille s'assoit également à côté d'eux et commence à manger sa boîte à lunch, et en voyant cela, Mewa se met en colère contre la fille, et elle se souvient qu'elle n'a pas été appelée à manger avec lui, tandis que la fille, elle, se souvient de quelque chose qui s'est passé quelques minutes auparavant, quand elle a découvert que Mewa mangeait des boîtes à lunch faites par un garçon, et bien que la fille soit dérangée par cela, Mewa l'ignore et reprend simplement sa boîte à lunch, et en voyant Mewa en colère à propos d'une simple boîte à lunch, la fille est choquée et dit qu'elle n'aurait pas imaginé voir son éternel rival s'abaisser autant, et en découvrant qu'elle est la rivale de Mewa, Yu est enthousiaste. Elle explique que le fait d'avoir une rivale pour Mewa la motive à toujours viser la meilleure. La jeune fille acquiesce et se présente comme Sakura et Autumn, la rivale de Mewa. Cependant, Mewa affirme avoir déjà vaincu Sakura plus d'une centaine de fois, sans compter les entraînements. Mewa la considère donc comme une pleurnicheuse et une perdante, indigne de sa rivale. Quant à elle, Sakura explique que c'est parce que Mewa est un prodige. Elle leur rappelle cependant qu'elles s'affronteront officiellement pour le titre, et Sakura promet que ce sera la fin de la carrière de Mewa. Elle revient au présent. Sakura décide d'ouvrir son assiette pour commencer son déjeuner. Cependant, en voyant un objet noir dans l'assiette de la jeune fille, Mewa, dégoûtée, lui demande si elle a pris dans la poubelle. Et cela, Sakura se défend, disant qu'elle est trop occupée pour se soucier de l'apparence de sa nourriture, et soudain, la fille commence à se débattre, tout faisant voler le riz partout, et donc, elle essaie de courir après pour l'attraper, et puis Yu fait de même pour tenter de l'aider. Cependant, les deux finissent par tomber maladroitement l'un sur l'autre, mais à la fin, Yu parvient à attraper son riz avant qu'il ne touche le sol, et quant à Mewa, elle se tient de loin à regarder cette scène en mourant de jalousie, et dit que cette scène est littéralement le plus grand cliché de comédie romantique qu'elle ait jamais vu. Mais soudain, Sakura gifle le garçon au visage, et dit qu'elle ne peut pas faire ces choses au garçon avant son départ, parce que si quelque chose d'indécent comme ça sort dans les médias, cela pourrait ruiner sa réputation. Et quant à Yu, il lui remet son onigiri et se tient de loin à regarder l'interaction de Sakura avec Mewa. Dans ce, il remarque que Mewa a vraiment un adversaire très passionné en raison de cette rivalité entre les deux, quelque chose qu'il trouve beau à voir. Cependant, en voyant le garçon sourire à cette scène, Mewa précise qu'ils ne sont pas amis ou quelque chose comme ça. Dans ce cas, Sakura est d'accord avec elle et dit qu'au lieu d'être amis, ils sont juste rivaux, et avec un grand R. Cependant, Mewa continue de maltraiter la fille en la comparant à de la crotte de poisson. Et soudain, nous sommes introduits à un peu plus de l'histoire de Sakura avec Shoji. Dans ce cas, elle est une joueuse professionnelle. Cependant, à moitié pleine de jeunes talents, Sakura a fini par être éclipsée par tout le monde, mais a continué à se développer jusqu'à accent grave ses débuts sur la grande scène. En lutte pour le titre, Mewa, tenante du titre, n'a jamais perdu un seul match, ce qui fait d'elle une véritable prodige du shogi féminin. Grâce à son excellent jeu, elle sera certainement la première joueuse à intégrer les rangs professionnels masculins. Sakura, quant à elle, se considère comme la rivale de Mewa, mais personne d'autre ne le voit. Arrivé le jour du premier match pour le titre, YU déambule dans la maison en prenant soin de ne pas réveiller Mewa, jusqu'à ce qu'il tombe soudain nez à nez avec les deux autres sœurs. Kazuki demande alors ce que fait le garçon debout sitôt, et il répond qu'il va prier pour la victoire de Mewa dans un sanctuaire de shogi spécifique. En entendant cela, les sœurs décident de l'accompagner, mais dès leur arrivée, elles trouvent Sakura, qui priait également dans le même temple. Dans ce cas, YU est surpris, car il n'imaginait pas que la fille était du genre à croire aux prières, étant donné qu'elle s'efforce toujours dans ses recherches, et pendant la conversation, YU dit qu'il est un partisan des sœurs, et donc, il est là pour prier pour leur victoire, et en entendant cela, Sakura dit qu'il n'est en fait qu'un personnage secondaire qui se cache dans l'ombre d'un prodige, et dans son cas, Sakura dit qu'elle a l'intention d'être le protagoniste de sa vie, contrairement à YU, qui collabore pour que quelqu'un d'autre gagne le protagonisme. Cela dit, Sakura promet de gagner le match contre Mewa à tout prix. Elle se retourne alors pour partir, mais au milieu du chemin, elle tombe à nouveau. YU court alors vers elle pour l'aider, mais finit à nouveau par tomber sur la fille. Voyant YU sur elle, les sœurs rougissent. Quand c'est Sakura, elle gifle à nouveau YU, lui ordonnant de la lâcher immédiatement. Mais avant cela, YU dit qu'elles se ressemblent beaucoup, car elles sont toutes les deux très maladroites. Mais Sakura répond qu'elles ne peuvent être mises au même niveau. Cela dit, Sakura se lève et dit qu'elle n'a pas de temps à perdre avec le garçon. Après tout, elle doit se concentrer uniquement sur son match contre Mewa. Mais lorsque le moment arrive, Sakura passe à l'action, tandis que YU garde le visage rivé à l'écran de son téléphone, pour mieux suivre chaque instant du match. Voyant le garçon si absorbé, Kazuki lui dit qu'il n'a pas besoin de prendre ce match trop au
sérieux. Après tout, les matchs pour le titre se jouent au meilleur des 5 manches, donc un seul match ne signifie pas grand-chose. Cependant, YQU explique qu'en raison de problèmes de calendrier, les matchs se joueront l'un après l'autre et qu'il considère donc le premier comme crucial. Et bien qu'il ait raison, Kazuki lui rappelle que Mewa n'a jamais perdu contre Sakura et qu'elle ne perdra donc pas maintenant simplement parce qu'elle est en match pour le titre. Pendant ce temps, Neko partage l'avis de Kazuki et affirme que YQU s'inquiète pour rien. Mais alors qu'elle continue la partie, Mewa finit par abandonner, elle perd le premier match. Mewa rentre alors chez elle et est accueillie par tout le monde, qui tente de la remonter le moral, affirmant que cette défaite l'a rendue encore plus forte. Malgré le soutien de ses sœurs, Mewa décide de sauter le dîner ce jour-là, préférant se préparer pour le prochain match. En rentrant dans sa chambre, Mewa remarque qu'il a besoin de sucre. Elle se rend alors dans son garde-manger, mais tombe sur YQU. Il lui annonce alors qu'il est là pour lui apporter un encas. Voyant que ce n'est qu'une boule sombre et étrange, Mewa est perplexe. YQU lui répond qu'il s'agit d'une boule de chocolat qu'elle adore. YQU promet alors d'apporter une touche spéciale à la friandise. Il verse une tasse de chocolat chaud dessus, faisant fondre son chocolat et révélant les chatons cachés dans le bonbon. En goûtant YQU, Mewa remarque qu'il y a déjà tout le sucre dont elle avait besoin. Mon ami, YQU peut avoir plusieurs défauts. Beaucoup en effet. Mais un enfant sait quoi faire et quand le faire. Et si vous voulez la prochaine partie où Mewa se venge, laissez un like et abonnez-vous et je vous l'apporterai.